Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un thread d'horreur. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai aucune excuse, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, 3 histoires d'horreur comme d'habitude. On commence avec une assez longue, puis une moyenne courte, puis une longue. Nous allons frissonner tous ensemble. Moi je vous avoue en ce moment je suis très d'humeur à rester chez moi. Du coup là je raconte des histoires qui se passent un peu dehors. Comme ça je deviens pas parano chez moi. Mais il y en a quand même une qui se passe chez quelqu'un et qui est un peu badante. On commence avec l'histoire d'Alexandre. Alexandre quand il raconte son histoire ça lui est arrivé que quelques heures plus tôt. C'est un habitué du subreddit Let's Not Meet, subreddit sur lequel je pioche ses histoires. Il lui est arrivé un truc vraiment flippant et du coup en rentrant il s'est dit putain je vais pouvoir prendre partie à ce subreddit enfin. Malheureusement aujourd'hui Alexandre a fini le travail plus tôt et du coup il a donc décidé d'aller faire un petit footing. Il est parti courir vers 16h30 et ses itinéraires de footing habituels passent à travers de nombreuses routes. Vu l'heure et tous les gens qui rentrent du travail, il s'est dit que ce serait pas très pratique donc il a décidé de prendre un autre itinéraire. Cet autre itinéraire le fait passer à travers des bois, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire un footing finalement, et le chemin le fait arriver proche des restes d'une usine. Et cette usine là, son escalier est intact, c'est un escalier de secours en métal. Et sur l'une des marches en métal se trouve un mec assis. À la vue d'Alex, ce mec aussitôt se lève et lui crie quelque chose. Il comprend qu'il est peut-être dans une entourloupe, mais ça l'inquiète pas plus que ça puisqu'il y a une clôture entre lui et ce mec et que donc dans le pire des cas, il va reprendre son footing et tailler son meilleur sprint et il va rien lui arriver. Alex continue son footing et arrive au niveau de ce mec qui lui dit « Attendez s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon téléphone. » Téléphone qu'il aurait apparemment laissé tomber quelque part à proximité. Il demande alors à Alex d'appeler son numéro pour que la sonnerie du téléphone les aide à le localiser. Alex à ce moment-là, il est un peu pris au piège parce qu'il est en plein footing et vous savez, il a la sacoche en plastique sur le bras dans laquelle se trouve son téléphone. Il peut pas prétexter ne pas avoir de téléphone puisqu'il est accroché à son bras. Alex commence à taper le numéro sur son téléphone et il a même pas le temps de finir le numéro que la personne en face de lui lui dit « Ça y est, je l'entends, allez viens m'aider à le chercher ». Alex reste sans voix, il comprend pas, il se dit mais j'ai pas fini de taper le numéro, il peut pas l'entendre son téléphone, puisqu'il sonne pas. Il s'apprête à lui dire lorsque soudainement il aperçoit un deuxième homme, à quelques mètres à droite d'Alex, derrière une section de mur. Ce deuxième homme regarde Alex et lui dit les gars, le téléphone est à côté de moi, je l'entends, il est très près de moi. Et il fait alors signe à Alex de passer dans un trou de la clôture pour venir les aider. C'est-à-dire que depuis le début, Alex qui se sentait tant en sécurité grâce à cette putain de clôture ne l'était en fait absolument pas. Les deux gars vont alors demander à Alex plusieurs fois de les rejoindre de l'autre côté et de les aider, en insistant bien sur le fait qu'ils entendent le téléphone sonner et qu'il est tout prêt. Alex est dans l'hésitation, il sait pas quoi faire, et il entend le deuxième type dire à son ami « Il va pas tomber dans le panneau ». Et cette phrase, il l'a dit à voix basse pensant qu'Alex ne l'entendrait pas, sauf qu'ils sont au milieu d'une forêt et qu'il n'y a aucun bruit. Et c'est là que le premier gars commence à s'énerver. Il se met à frapper contre un arbre et dit à Alex de se bouger le cul parce qu'il a vraiment besoin de ce téléphone et que toute sa vie se trouve dans ce téléphone. Et face à la colère de ce premier homme, Alex constate autre chose, c'est que le deuxième homme a disparu. Il ne sait pas où il est. Alex balaye tout ce qu'il a devant lui des yeux dans le but de retrouver le deuxième individu qui est potentiellement une menace aussi pour Alex, et il voit que le deuxième homme est en fait en train de passer dans le trou de la clôture. La situation est en train de dégénérer, Alex le comprend parfaitement et il décide de taper son meilleur sprint. Après 20 secondes de sprint, Alex décide de regarder par-dessus son épaule pour voir s'il est suivi ou pas. Et bonne nouvelle, ils le poursuivent pas. Ils sont tous les deux debout de l'autre côté de la clôture au milieu du chemin, immobiles à regarder Alex partir en courant. Alex a continué de sprinter jusqu'à chez lui et il a bel et bien compris que s'il avait rejoint les deux hommes de l'autre côté de la clôture pour les aider, il aurait été sacrément dans la merde. Voilà, et c'est la fin de l'histoire d'Alex. Celle-là, elle est pour tous ceux qui font du jogging là comme des beaux gosses dans la forêt. Attention à vous. C'est horrible parce que c'est vraiment ce truc d'embuscade où il y a des gens qui font semblant d'être dans le besoin et qui te pressurisent genre vite vite, agis vite, viens vite de notre côté et aide-nous. Et souvent sur le moment t'es un peu choqué que des gars soient dans le besoin et tu peux facilement te rapprocher d'eux et baisser ta garde et te retrouver mal. Donc voilà Alex, tu as eu un très bon flair ce jour-là, bravo à toi. Il est temps de passer à l'histoire de Carl et cette histoire elle se passe dans son appartement. À l'époque, Carl vit seul dans un petit appartement et tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'il notifie des trucs qui disparaissent ou qui changent de place. Il ouvre le placard de sa cuisine et les gâteaux ne sont pas au même endroit que la veille. Il rentre du travail en fin de journée, il se rend dans son salon et les coussins sont désordonnés. Vous savez, c'est le genre de truc où vous et moi ça nous arrive et en fait c'est juste nous qui avons bougé de place les trucs et on s'en souvient pas. Mais Carl lui, ça lui met la puce à l'oreille et il se met à se méfier de son propre appartement. Pour lui, il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Tout cela nous amène à cette fameuse nuit où Carl se réveille à 1h du matin en sueur. Il est convaincu qu'il sort d'un cauchemar même s'il s'en souvient pas et il décide d'aller prendre une douche parce que là il a vraiment trop sué. Il se rend alors dans sa salle de bain et il pose son téléphone sur le lavabo et se met une petite musique cool pour profiter de ce moment sous la douche et laisser cet affreux cauchemar loin derrière lui. Après plusieurs minutes passées sous la douche, Carl entend la porte de la salle de bain bouger.
Comme il vit seul, il la ferme jamais, et encore moins à clé, et surtout, il a pas d'animaux. Donc ça ne peut pas être son chat ou son chien qui est rentré dans la salle de bain. Entre Carl et l'entrée de sa salle de bain se trouve un rideau de douche. Et là, Carl va faire un truc très malin pour être sûr de pas se faire des idées. Il va regarder, tout en étant hors du champ de vision de cette possible personne qui vient d'entrer dans sa salle de bain, le reflet de son téléphone, qui souvenez-vous se trouve sur son lavabo. Et dans le reflet de son téléphone, il voit bel et bien quelqu'un qui est debout de l'autre côté de son rideau de douche. Et là, Carl, il fait un truc de beau gosse, il garde son sang-froid. Il a bel et bien la preuve que quelqu'un est là, dans sa salle de bain, mais il va faire comme si de rien n'était. Il va pas crier, il va pas s'agiter, il va continuer sa douche comme s'il n'avait rien vu. Mais en vrai, il prépare un plan d'attaque. Il saisit son pommeau de douche et il met l'eau chaude à fond. Et Carl, il y a un truc relou dans son appart, mais qui dans cette situation se trouve être une chance, c'est que son eau chaude monte très très haute en température. Quelques secondes plus tard, il y a beaucoup de vapeur dans la douche et surtout Carl a mal aux pieds puisqu'il se prend un peu d'eau sur les pieds et qu'elle est vraiment brûlante. Il prend alors son courage à deux mains et il décide d'ouvrir le rideau de douche et d'orienter le pommeau vers la personne qui se trouvait de l'autre côté. Cette personne, qui vient de se faire ébouillanter, hurle de douleur et Carl décide de la frapper au visage avec la paume de douche et de courir hors de sa salle de bain avant de fermer à clé la porte de la salle de bain de l'extérieur. Il vient de réussir à enfermer l'intrus dans sa propre salle de bain. Il appelle alors la police et le temps qu'elle se rende sur les lieux, il décide d'aller dans sa cuisine pour s'armer d'un couteau au cas où la porte céderait sous les coups de l'intrus et qu'il aurait à se défendre. Et mauvaise surprise, en arrivant dans sa cuisine, son gros couteau de cuisine n'est plus à son emplacement. Et Carl comprend immédiatement qu'il est très probablement en ce moment même dans la salle de bain entre les mains de l'intrus. La police arrive alors sur les lieux et arrête cette femme qui était toujours enfermée dans la salle de bain. Et il se trouve que c'était l'ancienne locataire de l'appartement. En fait, elle s'était faite virer de l'appartement après ne pas avoir payé le loyer pendant plusieurs mois. Sauf qu'elle avait fait un double des clés et qu'elle avait donc toujours depuis plusieurs mois accès à l'appartement de Carl. Et elle s'y rendait régulièrement sur les heures de travail de Carl pour manger, se doucher, etc. Et ce qui a fait vraiment bader Carl, c'est que la police a bel et bien retrouvé son gros couteau de cuisine dans la salle de bain et que les choses auraient donc pu vraiment mal tourner s'il n'avait pas de l'eau qui montait à une très haute température et un verrou qui peut se fermer de l'extérieur de la salle de bain. Bref, on va tous installer des serrures à clé suite à cette histoire. Et je dois vous dire un truc, moi par exemple, il n'y a aucun verrou chez moi à part aux toilettes et ça se ferme que de l'intérieur. Donc s'il m'arrive ça, je suis complètement zub. Le couteau, il transperce mon corps tôt ou tard, c'est sûr. J'adore cette histoire parce que, bon, déjà, elle finit bien, il n'y a rien arrivé à Carl, et surtout, il lui est arrivé ce qui se passe dans plein de films d'horreur. Quelqu'un de mal intentionné rentre dans la salle de bain, et comme l'eau coule, le personnage principal n'entend pas l'intrus entrer dans la salle de bain. Enfin bref, il a vraiment vécu un truc de film d'horreur, je trouve ça fou. Messieurs, dames, il est temps de passer à la dernière histoire, et c'est celle d'Allison. Allison est de retour dans la maison familiale pour la première fois depuis 1 an, puisqu'elle vient de finir sa première année d'université. Elle y retourne pour y passer les grandes vacances, et elle explique que cette maison familiale, elle n'est pas située en ville, elle est située bien plus loin, et c'est vraiment le cliché de la maison en pleine forêt. Genre, cette maison est entourée de forêts denses. Près de la maison familiale, il y a un petit sentier herbeux, du long duquel découle un ruisseau, et si on suit ce ruisseau, on tombe sur la grande rivière. C'est une longue marche de plusieurs heures, mais qu'elle faisait souvent quand elle était enfant. Allison précise que dans cette forêt, c'est très simple de se perdre. Elle est très dense et surtout le terrain n'est pas du tout droit. Il y a beaucoup de montées et de descentes. Bref, cet été-là, Allison a décidé de refaire la sortie qu'elle a fait tant de fois quand elle était plus jeune, à 2 reprises. La première fois, elle est partie le matin. Elle a atteint le ruisseau au bout d'environ 1 heure. Arrivée au ruisseau, elle décide de tremper ses mains dans l'eau. Et c'est là qu'au loin, elle entend une cloche. Il faut savoir que lors de cette sortie typique qu'elle a fait des centaines de fois au cours de sa vie, Allison n'a jamais croisé ni vu personne. En marchant, elle réfléchit et elle se rend compte que ça peut pas être une cloche accrochée à un animal puisque le bruit de la cloche est beaucoup trop fort. Elle continue tout de même à marcher en direction du bruit de la cloche, mais après 5 minutes, il n'y a plus aucun bruit de cloche. Elle comprend que la théorie la plus probable c'est que ce soit un humain qui fasse sonner cette cloche, mais elle a pas trop envie d'y penser et elle refuse d'y croire. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, elle tombe sur un blaireau mort. Et c'était assez récent puisque le corps était assez frais, il n'y avait pas d'odeur nauséabonde. Allison continue son chemin, elle atteint sa destination, chez elle, et il n'y a rien d'autre d'étrange à noter. 1 semaine plus tard, c'est le moment où Allison fait cette 2e sortie. Et malheureusement, ça va aussi être sa dernière. Cette fois, elle part pas le matin, elle part à 18 h. Elle atteint le ruisseau, et cette fois-ci, elle va pas continuer son chemin jusqu'à atteindre la rivière, comme à chaque fois, elle va tout de suite faire demi-tour parce qu'il pleut à torrent. Et en plus, il est tard, le soleil se couche à 21 h, elle a pas envie de rentrer de nuit, donc elle écourte sa sortie. Allison, qui marche à toute vitesse, atteint la partie la plus claire et la plus ouverte de la forêt et elle tombe nez à nez sur quelque chose accroché à une branche. Quelque chose dont se dégage une odeur terrible. Et ce quelque chose, c'est le corps en décomposition du blaireau. Elle comprend donc que quelqu'un connaît le chemin qu'elle emprunte et qu'il a mis ce corps de blaireau à cet endroit-là dans le but qu'elle tombe dessus. Elle se met alors à regarder autour d'elle et à devenir un peu parano. Elle se demande si les branches qui craquent autour d'elle ne sont pas des animaux mais une personne qui la suit. Si quelqu'un est là depuis le début au loin et la traque, et elle décide alors de courir. Elle court et s'éloigne du ruisseau lorsque d'un coup elle entend la cloche.
Pendant qu'elle court, elle appelle son père, elle lui dit qu'elle est persuadée que quelqu'un se trouve dans la forêt avec elle et qu'elle a un très mauvais pressentiment. Il fait nuit, il pleut à torrent, le bruit des gouttes d'eau qui frappent sur les feuilles et les arbres aux alentours l'empêche de distinguer les sons, mais elle en est convaincue, quelqu'un est très proche d'elle. Allison est à bout de souffle, ça fait plusieurs minutes qu'elle sprint, elle décide alors de se remettre à marcher vite. Et c'est là qu'elle va pour la première fois distinguer des bruits. Et ces bruits, c'est des bruits de pas. Ces bruits de pas viennent d'un peu plus bas dans la forêt. Et rapidement après, elle entend de nouveau un son de cloche, qui vient du même endroit que ces bruits de pas. Allison arrête de marcher, elle est pétrifiée, et elle décide de regarder par-dessus son épaule. Et elle va enfin voir ce qui se trouve dans cette forêt avec elle. Elle distingue au bout du chemin un homme légèrement accroupi qui marche vers elle tout en secouant devant lui cette fameuse cloche. Allison comprend que depuis le début, elle n'est pas en train de se faire des idées, elle n'est pas la bienvenue sur ce chemin et quelqu'un veut lui faire comprendre. Elle se remet alors à sprinter de toutes ses forces, tout en hurlant qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont en route. Allison explique qu'à ce moment-là, elle a le sentiment que quelque chose de terrible va lui arriver, que l'homme court plus vite qu'elle, qu'il se rapproche d'elle et qu'elle n'aura pas eu le temps de retrouver son père avant qu'il l'atteigne. Et après plusieurs longues minutes de sprint, elle entend au loin la voix de son père qui hurle son prénom. Allison saute dans les bras de son père et ils se ruent tous deux dans la voiture que son père avait garée un peu plus loin, à l'entrée d'un chemin qu'il ne pouvait pas emprunter avec la voiture. Une fois dans la voiture, le père d'Allison la conduit directement au commissariat. Sur la route, son père est en larmes et explique à Allison qu'il entendait le bruit de la cloche et qu'il était persuadé qu'il n'allait plus jamais revoir sa fille. Arrivé au commissariat, la police évidemment a donné les premiers soins à Allison et ensuite ils se sont rendus sur les lieux pour essayer de trouver cet homme qui faisait sonner cette cloche. Malheureusement, ils l'ont pas trouvé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un t-shirt plié sous un rocher. Ils en ont alors conclu que cet homme était probablement un sans-abri qui vivait dans la forêt et qu'il n'avait absolument pas apprécié le fait qu'Allison se balade aux alentours de son endroit. Et ils ont rien pu faire pour Allison et sa famille à part leur dire d'être très vigilants et de ne plus se balader à cet endroit. Allison a essayé de rationaliser tous ces événements et malheureusement elle est convaincue que ce gars allait lui faire du mal puisque c'est pas normal la manière dont il marchait après elle, c'est pas normal la manière dont il faisait sonner sa cloche. C'est comme s'il était satisfait de la traquer et qui se nourrissait de sa peur en fait à elle. Elle est donc jamais retournée se balader dans la forêt et aujourd'hui, dès qu'elle entend un son de cloche, elle est complètement paniquée, c'est devenu un vrai cauchemar pour elle. Bref, elle n'a jamais su qui était cette personne et ce qu'elle voulait et elle le saura jamais. Nous arrivons à la fin de ces 3 histoires. J'ai l'impression qu'on va plus trop faire de balade en forêt avant un moment. Eh, je vous le dis, la forêt ça m'a toujours fait bader et j'ai des bonnes raisons. Visibilité réduite, terrain que je ne maîtrise pas, des bruits dans tous les sens à ne plus savoir d'où ils viennent. Ah, moi la forêt c'est non. Mais même en plein jour, hein. Moi la forêt c'est non. Et même Carl, putain, ce truc là de clés. À chaque fois que j'ai déménagé dans ma vie, je voulais absolument changer la serrure et les clés parce que j'avais peur que ce qui est arrivé à Carl m'arrive. D'accord? Ça m'est jamais arrivé heureusement. Mais sachez que moi quand je suis chez moi, je laisse toujours la clé sur la porte pour que même si quelqu'un qui a un double de clé veuille rentrer, eh ben il ne puisse pas. Ah, moi Messieurs, dames, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un thread d'horreur spécial Halloween. Attendez, pause. Avant ça, une photo de mon costume d'Halloween. Une note sur 10 maintenant, et c'est un 9 sur 10 de moyenne, je vous remercie. Alors, en quoi le thread d'horreur d'aujourd'hui est un spécial Halloween? Eh ben parce que ce sont vos histoires que je vais raconter. Il y a quelques temps, j'avais fait un tweet, on a reçu quelques milliers d'histoires, ce qui est assez conséquent. Et deuxième raison, évidemment, comme c'est Halloween, on va pas faire 3 histoires, on va faire 5 histoires. Wouh! Et avant de passer aux histoires, une dernière bonne nouvelle, je suis très content, on vient de sortir une nouvelle collection Yoko, basée sur l'horreur. Elle s'appelle Do Not Fear, c'est que des vêtements qui tournent autour de l'horreur, comme le pull que j'ai sur moi en ce moment même. Vous avez par exemple ce magnifique petit personnage en plastique qui brûle dans le dos, il brûle bordel. Et bien sûr des modèles plus sobres comme par exemple celui-ci, à condition que vous n'ayez pas peur des énormément ensanglantés qu'il y a dans le dos. Non, vraiment, blague à part, voilà le modèle le plus sobre. Oh, il y a une petite broderie mignonne, oui, mais c'est pas terrible. Voilà, je suis très content, je voulais trop faire une collection dans ce thème là parce qu'on a fait plein de threads d'horreur depuis tout ce temps. Donc voilà, c'est disponible dès maintenant, c'est sorti aujourd'hui, c'est disponible sur le site. Putain, j'ai jamais autant parlé avant un thread d'horreur, mais en même temps il est conséquent celui-ci. On passe tout de suite à la première histoire. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Inès. Évidemment, j'ai modifié son prénom pour des raisons de sécurité. Il y a quelques semaines, Inès emménage sur Toulouse pour faire ses études. Elle a trouvé un petit appart sympa, pas loin de la fac, qui rentre parfaitement dans son budget. Elle s'apprête à vivre sa meilleure vie. Après une soirée arrosée, Inès décide de rentrer chez elle, sauf qu'il est tard et donc il n'y a plus de métro et plus de bus. Du coup, en toute logique, Inès appelle un chauffeur VTC via une application très connue. Le chauffeur arrive, elle monte à l'intérieur de la voiture, il a un masque Covid, elle aussi elle a son masque Covid. Pour le moment, aucun signe alarmant. Le trajet se passe bien, les discussions sont rigolotes, Inès parle même de sa voiture, parce que c'est apparemment une vieille voiture des années 2000 et qu'elle l'aime particulièrement. Et en arrivant à destination, le chauffeur qu'on va appeler David demande donc à Inès quelle est sa voiture parmi toutes celles qui sont garées en bas de l'immeuble. Inès monte donc du doigt sa vieille 75 chevaux avant que les deux rigolent et qu'elle rentre chez elle. Elle se couche, elle s'endort,
tout va bien. Le lendemain, Inès, elle a un vieux feeling, un mauvais pressentiment. Et elle précise que souvent quand elle a un mauvais pressentiment, il y a une raison. Mais les jours passent et il se passe rien d'anormal, sauf qu'une semaine après, en rentrant de la fac, elle retrouve des dizaines de papiers sous son essuie-glace. Et sur ces papiers, bien évidemment, il y a des messages. Tu te rappelles le Hubert de jeudi soir? T'étais vraiment charmante. Envoie-moi un message. J'ai 2 fois ton âge, mais on pourrait aller boire un café. Et là, Inès, elle se décompose et elle panique. Elle prend tous les papiers, les déchire et les jette à la poubelle. Elle se dit qu'il n'y a pas grand chose à faire et que si ce gars est sur elle, ça lui passera, puisqu'elle va répondre en aucun cas à ses avances. Mais elle a la preuve que son mauvais pressentiment était finalement fondé et qu'il faut maintenant qu'elle soit vigilante. 2 jours plus tard, Inès rentre chez elle et elle tombe sur un nouveau message, cette fois-ci glissé dans sa boîte aux lettres. Je sais où tu habites, tu as dû le comprendre, alors envoie-moi un message. Là, Inès est totalement terrifiée. Sa mère lui dit d'appeler la police, mais Inès refuse puisqu'elle est convaincue que ça va ne mener à rien et que les policiers vont probablement prendre ça pour un canular ou une mauvaise blague pour les faire chier. 2 jours plus tard, Inès arrive à la fac comme chaque matin et en arrivant dans le hall, elle tombe sur David. David se met à marcher vers elle et dit à haute voix: Ah, ma fille, te voilà. Pourquoi tu m'envoies pas de message depuis 3 jours? Inès comprend immédiatement que David vient de se faire passer pour son père à l'accueil de la fac. Et dans sa tête, il y a 2 options. Soit elle fait un scandale en disant haut et fort que cet homme n'est pas son père, et elle risque donc d'engendrer quelque chose de très gros. Elle sait pas s'il est armé, elle sait pas s'il va l'agresser, elle ne sait rien. Soit elle rentre dans le jeu de David et elle essaie discrètement de faire passer un message à l'accueil de la fac. Ne sachant pas de quoi David est capable, évidemment Inès elle choisit la 2e option. Ça va durer plusieurs dizaines de secondes et malheureusement la personne à l'accueil ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et là, coup de chance pour Inès, une amie à elle la reconnaît et décide de venir lui parler. David prend immédiatement la parole et lui dit: Ah, tu dois être Chloé, je suis le père d'Inès. Sauf que malheureusement pour lui, elle s'appelle pas Chloé. Et en plus, elle sait qui est le vrai père d'Inès. La dame de l'accueil comprend enfin qu'il se passe quelque chose de bizarre et décide d'aller discrètement appeler la sécurité. Quelques dizaines de secondes plus tard, la sécurité vient parler à David et David se met à hausser le ton et à être très menaçant envers eux. Il va aller jusqu'à les frapper. Au vu de la situation, Inès décide alors d'appeler la police et David va finalement être mis en état d'arrestation devant la fac. Quelques jours plus tard, Inès a des nouvelles et David était en fait recherché pour séquestration, esclavage et meurtre. L'histoire aurait pu très mal finir, donc GG Inès, on est tous heureux, je pense on peut le dire, de savoir que tout va bien et qu'il ne t'est rien arrivé. Voilà, plein de gros bisous à toi et merci d'avoir partagé cette histoire qui j'espère n'arrivera plus jamais. Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathias. Au moment des faits, Mathias vient d'avoir son bac, il a 18 ans, et il vient d'emménager dans un nouvel appartement à Limoges. Un soir, Mathias vient de vivre une soirée étudiante beaucoup trop arrosée, et il rentre avec grande difficulté chez lui puisqu'il est ivre-mort. Mathias instinctivement appuie sur la poignée, et la porte s'ouvre. Comme il est raide mort, il se dit qu'il a tout simplement oublié de la verrouiller à clé, il se pose pas de questions, il rentre dans son appartement, il ferme la porte derrière lui, il atteint sa chambre, il s'effondre dans son lit. Mais il y a un truc qui le dérange, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais comme il est ivre-mort, il va pas creuser plus que ça, il va préférer dormir. Le lendemain matin, Mathias se réveille, énorme mal de crâne évidemment, il est en pleine gueule de bois, et il constate que son lit n'est pas du tout à la bonne place. Et qu'en fait, il n'est pas du tout dans sa chambre. Et il tombe sur un mec qui a 25 ans, et qui lui demande s'il a bien dormi et s'il veut boire un truc. Et là, Mathias comprend qu'en fait, il a pas dormi chez lui, il s'est trompé d'étage, et il est allé dans l'appartement de quelqu'un d'autre, qui avait pas fermé sa porte à clé, et donc il a pu rentrer chez lui. Donc il savait pas, mais les appartements ont exactement la même structure. Genre tous les apparts ont la chambre au même endroit, le salon au même endroit, etc. Bref, il est face à ce mec et premier truc qu'il fait évidemment c'est qu'il s'excuse et qu'il lui dit qu'il part et qu'il est vraiment désolé, qu'il s'est trompé d'appartement. Le gars en face très cool lui dit qu'il y a absolument aucun souci, que ça arrive de rentrer alcoolisé et de se foirer et qu'il va lui préparer un petit café. Mathias à ce moment là il comprend pas trop parce qu'il se dit bah attends, moi à la place de ce mec j'aurais le seum, il y a un inconnu qui vient de dormir chez moi, casse-toi. Mais au vu de la réaction du gars il veut pas le vexer, il décide de prendre un café avec lui. Il précise que le moment était un peu cringe puisque bah ils se sont pas du tout parlé, c'était juste face à face en train de boire chacun un café et qu'aussitôt le café terminé il est vite monté à l'étage d'au-dessus pour rentrer chez lui. Le lendemain soir, une fois la gueule de bois bien derrière lui, Mathias il sort de son appartement pour descendre ses poubelles et il entend quelqu'un ouvrir la porte de l'appartement en dessous le sien, donc l'appartement dans lequel il a dormi par mégarde. Il décide de vite descendre pour reparler à ce gars-là et revenir sur ce qui s'est passé et une nouvelle fois lui présenter ses excuses parce que Mathias vit pas forcément bien le fait d'avoir dormi chez un inconnu sans son autorisation. Il arrive donc devant la porte du gars, il toque et là surprise, c'est pas un gars qui ouvre, c'est une fille. Mathias lui demande si son copain ou son colocataire est là parce qu'il aimerait lui parler, mais la fille qu'il est en face de lui répond qu'elle n'a ni copain ni colocataire puisqu'elle vit seule. Mathias
ne comprend pas. Il lui explique du coup les événements du fameux soir où il est rentré ivre-mort et il se souvient de la tasse dans laquelle il a bu le café. Et c'est une tasse Starbucks verte. Il demande donc à la fille qu'il a en face de lui si elle a une tasse Starbucks verte. Après un petit silence, la fille claque tout simplement la porte au nez de Mathias. Bon, clairement, elle a une tasse Starbucks verte et elle a compris que l'histoire dont parle Mathias a bel et bien eu lieu dans son appartement à elle. Plusieurs jours plus tard, Mathias reçoit un coup de fil de la police et il est convoqué au commissariat. Il y retrouve donc sa voisine du dessous et non pas son voisin. Et au final, il lui montre une photo de quelqu'un et lui demande si la personne qu'il a vue cette nuit-là et ce matin-là est la même que celle sur la photo. Et bingo, c'est exactement cette personne que Mathias a croisée. Et en fait, ce mec, c'était un gars très connu par les services de police du coin, puisqu'il avait déjà été arrêté plein de fois pour agression, violence et squat. Bref, le gars a donc été arrêté et Mathias n'a jamais eu de nouvelles. Et surtout, il comprend toujours pas pourquoi le gars lui a proposé un café. Ce culot, c'est incroyable. Merci Mathias pour ton histoire, elle est incroyable. Et j'espère que la fille qui était la vraie propriétaire de l'appartement s'est remise. Bref, histoire suivante. Les gars, pause. C'est la première fois que je tourne avec ce Chronek et je le trouve trop cool, je suis trop content. Voilà, je fais ma petite pub entre deux histoires. Oh, je suis terrible. Bref, on passe à l'histoire de Gabrielle. C'est son vrai nom parce qu'elle a 21 ans au moment où elle nous raconte son histoire et que ça lui est arrivé quand elle en avait 10. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée dans un petit village de campagne un peu paumé en Gironde. Cette année-là, il y a du monde chez Gabrielle puisqu'ils sont en train de fêter le réveillon. Et à la fin de la soirée, une fois tout le monde parti, Gabrielle et sa sœur sont allés se coucher. Autour d'1h30 du matin, Gabrielle est réveillée par ses chiens qui aboient. Elle explique qu'il n'y a pas de portail pour clôturer le terrain de sa maison et que du coup c'est méga fréquent qu'il y ait des chiens ou des chats qui passent sur le terrain et qui fassent donc aboyer les chiens de Gabrielle. Gabrielle, elle essaie de se rendormir, elle a l'habitude, sauf que là les aboiements persistent après 10 minutes. Elle décide alors de jeter un œil par la fenêtre et elle voit que l'éclairage extérieur est allumé. Mais sous la lumière, il y a personne, ni humain, ni animaux. Elle commence à s'endormir et d'un coup ses chiens se remettent à aboyer. Gabrielle se lève et s'apprête à descendre en bas pour engueuler ses chiens. Mais une fois debout, Gabrielle, elle entend des bruits de pas. Et plus précisément, des bruits de personnes qui courent dans son allée. Elle se chie dessus, clairement, et elle décide donc de réveiller sa sœur et de lui poser cette fameuse question: t'entends les bruits de pas ou c'est moi qui me fais des films? Et malheureusement, sa sœur entend aussi les bruits de pas. Et après un court instant, c'est plus des bruits de pas qu'elles entendent, c'est des chuchotements. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. Elles sont certaines qu'il y a bel et bien quelqu'un en bas et qu'à en juger par les chuchotements, ils sont plusieurs. Elle et sa sœur décident donc de descendre le plus discrètement possible les escaliers pour atteindre la chambre de ses parents et de leur dire ce qui se passe. Arrivés en bas, à seulement quelques mètres de la porte de la chambre de leurs parents, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Gabrielle et sa sœur sont figées et à l'autre bout du couloir, la porte de la chambre de leurs parents s'ouvre. Leur père est réveillé et leur demande en les voyant ce qu'elles font debout à cette heure-ci. Le père de Gabrielle allume sa lampe torche et entrouvre la porte. L'inconnu qui toquait à leur porte est un homme habillé en blanc. Mais quelques mètres derrière lui, il y a deux autres personnes, une femme et un homme. L'homme qui vient toquer à la porte explique au père de Gabrielle que sa voiture vient tomber en panne un peu plus haut dans les bois et que son ami derrière lui a bu beaucoup d'alcool et qu'il faut vite qu'il la ramène chez elle. Et lui demande donc s'il est disponible pour les ramener chez eux. Le père de Gabrielle lui explique qu'il n'a pas le permis. Gros mytho. Et il leur donne la position de la cabine téléphonique fonctionnelle la plus proche. Sauf que l'inconnu met son pied dans l'ouverture et lui répond qu'ils ne connaissent absolument pas l'endroit et qu'ils ne vont certainement pas trouver la dite cabine. Le père de Gabrielle comprend qu'il est dans la merde et l'homme qui était quelques mètres derrière l'inconnu, cette fois s'avance vers Gabrielle et saisit le bras de son ami et lui dit qu'ils se débrouilleront et qu'il faut y aller. Ces trois personnes heureusement s'en vont et s'éloignent de la maison de Gabrielle et une fois parti, le père de Gabrielle, après avoir évidemment fermé la porte à quadruple tour, demande aux deux sœurs d'aller se coucher et leur explique que c'est fini, c'est bon. Le lendemain, les infos tombent et les infos expliquent que le corps d'un homme a été retrouvé à son domicile et qu'il avait été frappé à mort. Les voisins, en appelant la police, ont pu donner des détails puisqu'ils ont vu 3 personnes sortir de cette maison, dont une en tenue blanche. Donc en fait, le mec qui a toqué chez Gabrielle ce soir-là, il venait de tuer quelqu'un et comme d'habitude, Gabrielle, sa sœur et son père n'ont jamais compris pourquoi le mec était venu les voir cette nuit-là. Gabrielle explique qu'elle a eu peur du coup chaque année au réveillon. Elle a eu peur de voir réapparaître ce mec-là en pleine nuit puisqu'elle a jamais eu la réponse à cette fameuse question du pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il comptait faire, est-ce que sa voiture elle était vraiment en panne, enfin il y a trop de questions. Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer à l'avant-dernière histoire de ce thread d'horreur, celle de Aline. Aline a 23 ans, elle habite en banlieue parisienne dans un groupe d'immeubles de 8 étages. Elle habite ici depuis 20 ans et les voisins changent régulièrement donc elle connaît pas tous ses voisins. Bref, tout commence un mois avant le confinement, en février 2020. Ce mois-là, Aline fait pas mal de soirées, elle rentre tard le soir et quand elle rentre et qu'elle monte les escaliers de son immeuble pour atteindre son appartement au premier étage, elle entend des coups venant d'un autre appartement. Ça la fait sourire mais une fois chez elle, elle entend plus les bruits, du coup elle s'en fiche un peu, elle sait même pas de quel appartement ça vient, bref elle s'en fout. Arrive le confinement.
en mars dernier. Aline passe ses journées à la maison. Son père travaille et rentre que certains soirs, tandis que sa mère, elle, est réquisitionnée en hôpital et donc ne rentre pas à la maison par mesure de sécurité. Elle est donc seule chez elle toute la journée et elle met une petite routine en place de se lever, manger, télétravail, manger, dormir. Mais les jours passent et elle se rend compte que ses voisins du dessus pendant la journée, ils courent dans l'appartement. Et ils courent précisément au-dessus de la chambre dans laquelle elle télétravaille. Bref, c'est méga chiant. Tous ceux qui sont en appart, on sait ce que c'est trop chiant. Ils font tellement de bruit qu'elle arrive plus à bosser, à être efficace, donc elle décide de monter les voir. Dans la cage d'escalier, les cris résonnent et elle se rend compte que ça vient pas de l'appartement au-dessus du sien, donc au 2e étage, mais que ça vient de l'appartement du 3e étage. Elle toque à la porte, elle tombe sur un père en train de jouer avec son fils et il lui présente évidemment ses excuses et lui dit qu'ils feront plus attention les prochains jours. Un mois plus tard, les bruits de pas continuent et ils sont encore plus forts qu'avant. Ça dure parfois jusqu'à 2h du matin et très souvent ça reprend même entre 3h et 5h du mat. Aline se met à faire des insomnies, elle est exténuée, c'est insupportable. Elle se dit forcément que son voisin du dessus, au 2e étage, s'en plaint, puisqu'il est dans l'appartement situé entre le sien et celui dans lequel les enfants jouent. Elle monte donc au 2e étage, elle toque, mais personne n'ouvre la porte. Elle retourne donc dans son appartement, et là, les jours passent, les semaines passent, et les bruits continuent. Sauf qu'après 3 semaines, elle n'en peut plus. Et elle décide une nuit, sur un coup de tête, de monter toquer à la porte de son voisin du 3e étage à 1h30 du matin. Aline arrive au 3e étage, et bizarrement, aucun bruit. Aucune voix, aucun cri, aucun pas, rien de tout ce qu'elle entendait 3 minutes plus tôt dans son appartement et qui l'a poussée à monter au 3e. Les nuits suivantes, il y a des bruits de meubles qui sont traînés sur le sol. Aline réalise que ces bruits-là viennent forcément du 2e étage, puisqu'elle pourrait pas entendre des bruits de meubles déplacés aussi distinctement si ça se passait dans l'appartement du 3e étage. Elle comprend alors que la journée, les bruits qu'elle entend, c'est bien les enfants du 3e étage, mais que la nuit, c'est pas eux. Et elle décide donc de monter discrètement au 2e étage pour être sûre et certaine que ça vient bel et bien de l'appartement de son voisin du dessus. Elle arrive au 2e étage, elle est dans le noir, accroupie en chaussettes, elle se concentre sur le moindre bruit qui pourrait venir de derrière la porte, mais rien. Aucun bruit. Elle se dit alors qu'elle est complètement parano et elle se demande ce qu'elle est en train de faire, accroupie dans cette cage d'escalier. Elle se relève donc pour partir et là, bingo, elle entend des bruits de meubles qui se sont déplacés venant de son voisin du 2e étage. Elle décide donc de retourner dans son appartement, mais en arrivant dans son couloir au 1er étage, elle entend la porte de la cage d'escalier du 2e étage s'ouvrir. Elle se dépêche alors de rentrer dans son appartement et verrouille sa porte d'entrée derrière elle. À ce moment-là, elle est terrifiée. Elle est convaincue que son voisin l'a surpris en train de l'espionner et qu'il en a après elle. Elle se dirige vers sa chambre pour prendre son portable et appeler son copain lorsque quelqu'un toque à la porte. Aline retourne vers sa porte d'entrée en étant la plus silencieuse possible et elle regarde dans l'œillet de sa porte. Et elle voit rien. Il fait tout noir. Mais d'un coup, elle entend quelqu'un toucher à sa serrure. Aline est terrifiée, elle veut être sûre que la personne ne puisse pas rentrer chez elle, donc elle saisit ses clés et les rentre dans la serrure. Et c'est là qu'elle entend des pas qui s'en vont et la porte de la cage d'escalier qui se ferme. En fait, quand elle a regardé dans l'œillet, il y avait bel et bien quelqu'un qui était à quelques centimètres d'elle de l'autre côté de la porte, sauf que la personne n'a pas allumé la lumière du couloir parce qu'elle ne voulait pas être vue. Aline reste en boule contre la porte, elle réfléchit un moment et elle se dit que le meilleur truc à faire dans cette situation, c'est d'aller dans sa chambre prendre son téléphone et d'appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Elle se dirige alors vers sa chambre lorsqu'elle entend un énorme bruit résonner. Quelqu'un vient de tomber sur du gravier. Aline reste immobile et elle réfléchit. Tous les appartements du 1er étage sont communs à une grande terrasse. Et cette terrasse, elle est recouverte de gravier. Quelqu'un vient donc de sauter d'un étage supérieur et d'atterrir sur cette fameuse terrasse tout proche du salon d'Aline à en juger par le bruit que ça a fait. Aline prend son courage à deux mains et court jusqu'à sa chambre. Elle ferme la porte, prend son téléphone et le met dans sa poche. Elle ouvre la fenêtre et saute. Elle a mal aux chevilles à l'atterrissage, mais tout va bien. Elle est donc dans la rue sur laquelle donne sa chambre et elle tape le sprint de sa vie. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée sous une voiture garée, le temps d'appeler la police et qu'ils arrivent sur les lieux. En arrivant, elle leur a expliqué la situation. Ils ont décidé de l'emmener au commissariat pour prendre sa déposition. Et le lendemain, ils ont appelé le propriétaire de l'appartement du 2e étage qui leur a expliqué que l'appartement n'était actuellement pas loué. La police a donc pu rentrer dans cet appartement et tout était en bordel. Tout était dégueulasse. En revanche, personne n'était là. Au moment où je vous raconte l'histoire d'Aline, ils savent toujours pas qui était là, sauf que le proprio, lui, a dit aux policiers être convaincu que la personne qui se trouvait là, c'était l'ancien babysitter de son enfant. Apparemment, le proprio, il avait licencié ce babysitter juste avant le confinement, et le gars l'avait menacé de fou. Et après l'avoir menacé, il avait refusé de lui rendre le double des clés, et le propriétaire a pas jugé nécessaire de changer la serrure, puisque plus personne ne vivait là. Bref, après cette nuit-là, Aline entendait toujours les enfants courir et crier la journée, par contre, il n'y a plus jamais eu de bruit la nuit. Et ben Aline, je vais dire un truc, t'as un courage incroyable. On en parle du saut là du 1er étage. Aline, maintenant il faut faire du décathlon. C'est l'étape suivante.
Allez, c'est le moment de la dernière histoire. La dernière histoire, elle va faire frissonner les parents là, ceux qui ont des enfants. Les autres, vous allez bader si vous en faites pas, mais les parents, un poil plus. Cette histoire, c'est celle du père de la personne qui nous la raconte, Cynthia, père qu'on va appeler John. L'histoire a lieu au début des années 2000 et à cette époque, Cynthia a 7 ans et sa petite sœur en a 4. Cynthia et sa famille à cette époque-là, ils vivent dans un appartement au sein d'une résidence hyper familiale. L'ambiance est tellement clean que tous les enfants vont jouer ensemble au milieu de la résidence dans le parc sans surveillance. En gros, les parents, ils laissent juste leur fenêtre ouverte et s'ils entendent que ça crie un peu trop, ils vont à la fenêtre et ils disent à leurs enfants de se calmer. Cynthia est à l'école, sauf que sa petite sœur Roxane est malade et donc elle est restée à l'appartement. Et avec elle, son père qui a pris un jour de congé pour veiller sur elle. Apparemment, Roxane avait beaucoup de fièvre, elle était vraiment pas bien et elle avait très envie de voir un film. Sauf qu'on est au début des années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas YouTube, Netflix, tout ça, ça existe pas. À l'époque, si tu veux voir un film, il faut aller en louer un au vidéoclub. Il se demande s'il peut se permettre de laisser Roxane seule 2 minutes à peine, le temps juste de foncer au vidéoclub et de revenir. Et finalement, après avoir passé un coup de fil au magasin pour être sûr qu'ils avaient bien en stock le film que Roxane avait choisi de regarder, il décide de y aller. Il voit pas ce qui peut arriver à Roxane étant donné qu'elle est complètement clouée au lit et qu'en plus, il y a le chien. C'est un chien énorme qui par conséquent est très dissuasif. Il assure donc la sécurité de l'appartement et des enfants. Bref, John sort de l'appartement, ferme la porte d'entrée, la verrouille, le tout après avoir bien entendu rappelé à Roxane de ne pas ouvrir à des inconnus. 3 minutes plus tard, John est de retour DVD en main dans le hall de l'immeuble et il entend des aboiements et des cris. En tournant dans le couloir, il voit sa porte d'entrée et il reste sans voix. Il voit un mec en train de lutter contre son chien. Et il constate aussi que Roxane est à l'intérieur de l'appartement, complètement tétanisée et en larmes. John ne réfléchit pas. Il fonce vers son appartement et il attrape son chien. Il vérifie immédiatement que le mec va bien, pensant que c'est juste un type qui passait devant son appartement et que Roxane avait ouvert par mégarde et que le chien s'était précipité pour agresser le gars. Il tire alors l'inconnu à l'intérieur de chez lui, dans l'idée de quelques minutes plus tard soigner ses blessures s'il en a. Mais avant ça, il prend le temps d'engueuler Roxane. Il lui explique qu'elle devait ouvrir à personne à part lui et maman, que le mec allongé par terre aurait pu mourir sous les crocs du chien et que donc ils auraient dû piquer le chien. Roxane est dans tous ses états, elle pleure et entre deux pleurs, elle dit à John que le monsieur a dit de l'autre côté de la porte, c'est papa. John comprend immédiatement la situation. Il regarde par terre, mais l'intrus n'est plus là. Il s'est déjà barré en courant. En fait, Roxane, elle a rien fait de mal. Elle a entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée, pendant que son papa était au vidéoclub. Quelqu'un qui a toqué plusieurs fois, longtemps, avec beaucoup d'insistance. Et là, elle fait ce que n'importe quel enfant de 4 ans aurait fait à sa place. Elle demande qui c'est. Et la personne de l'autre côté de la porte, vous savez ce qu'elle a dit? C'est papa. Elle a à peine ouvert la porte que le mec l'a attrapé, sauf que le chien l'a attaqué. Bref, heureusement, le chien était là. Et surtout, heureusement, John n'a mis que 3 minutes à faire l'aller-retour au vidéoclub. Mais c'est un événement qui a vraiment marqué John. Et cette histoire, il l'a énormément raconté parce qu'il a jamais compris qui était cette personne et comment il a su qu'il y avait une petite fille dans cet appartement et comment il a su qu'à ce moment-là précis, elle était seule. Ça veut dire que ce mec les espionnait depuis déjà un bon moment pour savoir tout ça. Bref, le mec bien entendu n'est plus jamais revenu et surtout John a mis en place un système de code avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il s'était donné un mot de passe et si quelqu'un toquait mais ne donnait pas le mot de passe, alors la personne dans l'appartement avait interdiction de lui ouvrir. Et bien évidemment, il changeait très régulièrement le mot de passe. Et aujourd'hui, même presque 10 ans après le décès de ce chien, Roxane, Cynthia et John parlent régulièrement de lui parce qu'il a sauvé la vie de Roxane, tout simplement. Les amis, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Halloween. J'espère qu'il vous a plu. Il y a eu un peu de tout aujourd'hui. Il y a eu plein de mécaniques différentes. On a reçu plusieurs milliers d'histoires, dont certaines qui étaient vraiment très bien écrites. Donc merci à tous d'avoir pris le temps de partager vos expériences. Même si malheureusement c'était des expériences pas ouf. Ne devenez pas parano à cause des threads d'horreur, mais restez vigilants. C'est quand même important de... Moi ce que je remarque surtout, c'est que les gens ont des pressentiments dans la plupart de ces histoires qu'on raconte. Des mauvais pressentiments qui s'avèrent être à chaque fois totalement justes. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous. J'espère que c'était pas trop long, pas trop court. Clément en a probablement chié. Il y a 2 heures de rush. On peut remercier Clément pour ce montage. Bravo Clément. C'est un effet de plus qu'il doit rajouter au montage. Ça lui casse les couilles, je le sais. Mais merci Clément pour ce montage. N'oubliez pas que sans lui, les threads d'horreur seraient beaucoup plus fades. Il y aurait que de l'audio, il y aurait pas de visuel. Et ce serait un poil plus chiant quand même. N'oubliez pas de checker la dernière collection Yoko. Voilà, maintenant que vous avez un peu de temps et que la vidéo est terminée. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Puis si elle vous plaît, bah achetez une pièce ou 2 ou 28. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et Happy Halloween. Oh. Ça fait longtemps on dirait. Pas tant que ça en fait, juste vous êtes addict. Les gars, la petite tâche qui intervient 10 secondes avant de tourner, bah on l'assume. Je suis un gros porc, ok? Vous connaissez le format, 3 histoires d'horreur vraies, mais qui finissent bien, rassurez-vous. Vous êtes pas là pour qu'on discute vous et moi, vous êtes là pour que je vous raconte ces histoires. Alors c'est parti. La première histoire, celle de Anne et de sa copine Nadia, se passe en 2007. Ça remonte à il y a pas mal d'années et à cette époque-là, Anne vient d'avoir 15 ans. Elle vit seule avec sa maman dans une maison située dans un quartier plutôt tranquille. Mais la mère de Anne est toujours très vigilante et connaît un petit peu les dangers du monde qui nous entoure.
retour, et comme elle doit partir en déplacement professionnel pour plusieurs jours, elle demande à sa fille Anne de dormir chez sa copine Nadia jusqu'à son retour, sachant que sa copine Nadia habite dans la maison juste en face de la sienne, donc c'est très proche. Et d'ailleurs Anne elle a un peu le seum quand sa mère elle lui dit d'aller dormir chez une copine à elle parce qu'elle a l'impression que sa mère lui fait pas confiance ou qu'elle est pas assez grande pour rester chez elle seule alors qu'elle a quand même 15 ans. Ah les petits complexes d'adolescent tu connais. Mais très bon flair la mère de Anne, très bon flair. Bref, on est le dernier jour du séjour de Anne chez sa copine Nadia. Il est environ 23h, tout se passe bien, les parents de Nadia leur ont commandé des pizzas et un peu plus tard aux alentours de 22h30 les parents de Nadia décident d'aller chez des amis à eux qui habitent vraiment pas loin, à environ 10 minutes de route, et donc Anne et Nadia se retrouvent seules pendant environ 1 heure dans la maison. Elles décident alors d'aller dans la chambre de Nadia, de découvrir le nouveau téléphone à clapper qu'a eu Anne pour son anniversaire, et ça croyez-moi c'était stylé d'en avoir un à l'époque. Et puis rapidement elles commencent à s'ennuyer puisqu'elles ont saigné la PS3, elles ont saigné la découverte du téléphone à clapper, et là elles se font chier. Mais elles ont une idée un peu drôle. Elles savent qu'il est trop tard pour qu'elles appellent un de leurs amis, mais elles savent aussi que la maman de Anne rentre le lendemain matin, et que le premier truc qu'elle va faire en rentrant, c'est d'écouter la messagerie de leur téléphone fixe. Ah 2007 hein, c'est une autre époque. Elles se mettent d'accord et leur plan c'est de laisser un message vocal débile que la maman de Anne découvrirait en rentrant. Ça me fait un peu rire. Je trouve l'idée pas si nulle. Elles appellent donc le numéro du téléphone fixe de la maison de Anne. Normalement il faut qu'il y ait 5 sonneries avant de pouvoir laisser un message. Sauf que là, au bout de 3 sonneries, il y a une voix qui dit Bonsoir. Une voix que Anne décrit comme appartenant à un homme d'environ 60 ans qui aurait fumé 3 paquets de cigarettes par jour les 40 dernières années de sa vie. Anne et Nadia restent bouche bée, elles comprennent pas, elles s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis la voix au bout du fil dit « Vous n'auriez pas dû appeler ». Avant de raccrocher. Anne et Nadia sont en panique. Nadia évidemment elle demande à Anne si elle sait qui était au bout du fil, si c'est peut-être le nouveau copain de sa maman, son frère, son oncle, et puis elles ont évidemment le réflexe de vérifier si elles ont bien appelé le bon numéro de téléphone. Alors elles sortent l'annuaire, elles vérifient, et non, c'est bien le numéro de fixe de Anne. Ce qui veut dire qu'il y a bien en ce moment même, à 23h passées, un homme dans la maison de Anne et qu'elle n'a aucune idée de qui ça peut être. Rassurez-vous, elles vont prendre la bonne décision, elles vont appeler immédiatement les parents de Nadia pour les prévenir, tout en courant partout dans la maison, à vérifier que toutes les portes sont bien verrouillées. Après 15 longues minutes d'attente, les parents de Nadia sont de retour, et 20 minutes plus tard, c'est la police qui arrive à son tour dans la maison de Nadia. Elles expliquent aux policiers ce qui vient de se passer, et les policiers décident évidemment d'aller enquêter dans la maison de Anne. Et en arrivant devant la maison, surprise, la porte d'entrée est grande ouverte, et il n'y a aucun signe d'effraction. Évidemment, ce soir-là, la mère de Anne est rentrée en précipitation, et les policiers ont eu beau chercher dans tout le quartier, dans le jardin, autour de la maison, dans la maison, ils n'ont rien trouvé. L'affaire a donc été classée sans suite, et Anne et sa maman, malgré leurs faibles moyens financiers à l'époque, ont déménagé rapidement après cette histoire parce que Anne n'arrivait plus à dormir la nuit tellement ça la marquait. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que Anne, elle a des souvenirs d'un truc qui s'est passé ce jour-là à l'époque, dont elle n'a jamais parlé, ni à sa mère, ni aux policiers, ni à Nadia, sa copine. En fait, à l'époque, ce jour-là, dans l'après-midi, Anne, elle est partie de chez Nadia pour aller chez elle chercher un cahier de dessin qu'elle voulait montrer à Nadia. Elle arrive chez elle, la porte était verrouillée, elle a des verrouilles, elle rentre, et là, mauvais feeling. Il y a aucun signe d'effraction, aucun bruit, aucun objet qui n'est pas à sa place habituelle, mais elle a un mauvais feeling. Et elle a tellement un mauvais feeling qu'elle va pas dans sa chambre, elle préfère faire demi-tour et elle part de chez elle directement. Elle saurait pas expliquer pourquoi elle a fait ça ce jour-là, mais elle a vraiment pris peur de fou, et à tel point qu'en arrivant chez Nadia, elle avait honte de ce qu'elle venait de faire. Elle a quand même 15 ans et elle se dit putain mais attends, je viens vraiment d'avoir peur parce que je suis seule chez moi, mais je suis qu'une merde. Sauf que non, son instinct avait totalement raison et il y avait très certainement ce mec qui était déjà dans la maison. Et c'est ça qui fait que cette histoire, elle l'a marquée, c'est qu'elle sait que ce jour-là, elle a failli être traumatisée bien plus fort en tombant sur un inconnu nez à nez seul chez elle, et elle est persuadée d'avoir bel et bien fermé la porte d'entrée à clé, et donc elle sait toujours pas comment ce mec a pu rentrer chez elle. Voilà, morale de l'histoire, ne fermez pas votre porte, ça ne sert à rien, les gens rentrent quand même. Excusez-moi, je me suis accordé une pause parce que l'autre là, la deuxième, j'aime pas du tout. C'est l'histoire de Yone. Oui, c'est un prénom coréen et c'est normal, ça se passe en Corée. À cette époque, Yone vit donc dans un complexe d'appartements à Séoul. Elle est mère au foyer, elle a une jeune fille de 6 ans et son mari travaille toute la journée. Ce jour-là, elle revient des courses qu'elle a faites avec sa fille. En arrivant dans son immeuble, elle appelle l'ascenseur et quand les portes s'ouvrent, elle tombe sur un mec qui porte un imperméable jaune et une casquette vraiment dressée vers le bas. Et en plus de ça, l'homme baisse lui-même la tête, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas voir son visage. C'était pas qu'une histoire de style, c'était vraiment une envie d'être incognito. Elle rentre quand même dans l'ascenseur, mais elle a un instinct maternel et elle pousse sa fille à l'opposé de l'homme avec sa main. Elle appuie alors sur le numéro 12 puisqu'elle habite au 12e étage et elle se rend compte à ce moment-là que aucun autre numéro n'est allumé. Sauf que l'inconnu avec elle dans l'ascenseur n'est pas descendu au rez-de-chaussée. Elle décide alors de jeter discrètement des coups d'œil à l'inconnu et elle remarque qu'il tient quelque chose dans sa main enveloppé dans du papier journal.
Yone comprend qu'elle est très probablement dans une situation très dangereuse et elle a un réflexe incroyable, elle prend son portable et elle fait semblant d'appeler son mari en faisant croire qu'il est à la maison, donc au 12e étage dans l'appartement. Sauf qu'en réalité, il est pas du tout à l'appartement son mari, il est au travail. Elle dit quand même à haute voix qu'elle est dans l'ascenseur, qu'elle va pas tarder à arriver devant la porte d'entrée et elle lui demande, fictivement, de venir lui ouvrir la porte et de l'aider à rentrer les courses dans l'appartement. Elle fait semblant de raccrocher et quelques secondes plus tard, l'ascenseur arrive enfin au 12e étage. Elle attrape sa fille, elle descend de l'ascenseur et elle marche aussi vite qu'elle peut vers la porte de son appartement. Elle fait donc semblant d'attendre que son mari lui ouvre la porte et du coin de l'œil, elle voit l'inconnu s'arrêter, puis faire demi-tour et retourner vers l'ascenseur. Et elle commence à taper le code pour ouvrir sa porte d'entrée. Problème, quand elle appuie sur le premier chiffre, ça fait un bruit. Et ce bruit, l'inconnu l'entend. Aussitôt, il comprend que personne n'est là pour venir ouvrir à Yone, que depuis le début, elle a totalement feinté la pseudo-présence de son mari dans l'appartement. L'inconnu se retourne et se met à courir vers Yone. Yone tape les chiffres du code à toute vitesse, la porte se déverrouille, elle jette sa fille à l'intérieur et elle claque la porte derrière elle alors que l'inconnu est à seulement quelques centimètres de la porte. L'inconnu n'a pas eu le temps de glisser son pied ou son arme dans l'ouverture de la porte pour l'empêcher de se fermer. Immédiatement, Yone regarde à travers l'œil de la porte et elle voit l'homme s'éloigner et prendre de nouveau la direction de l'ascenseur. Le soir, Yone explique évidemment ce qui s'est passé à son mari et heureusement, elle ne croise pas de nouveau cet homme au kawaii jaune. Et c'est 5 mois plus tard qu'elle découvre ce à quoi elle a échappé ce jour-là grâce à sa feinte légendaire du mari qui soi-disant l'attendait dans son appart. Elle passe devant un kiosque et la couverture du journal attire tout de suite son attention puisque c'est une photo d'un homme qui a un kawaii jaune. Et cet homme, il a exactement la même carrure que l'homme à qui elle a échappé ce jour-là en rentrant chez elle et qui vient d'être arrêté par la police pour avoir tué plusieurs femmes, majoritairement des prostituées. Yone, ce jour-là, elle a eu un sens de l'observation de dingue et ça lui a sauvé la vie. Tout simplement. Je serais mort 300 fois à la place de Yone. Pour la simple et bonne raison que j'aurais été sur mon téléphone. J'aurais rien capté à ce gars à côté de moi. Il m'aurait trucidé. Messieurs, dames, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire. Je sais, ça passe vite et vous êtes triste, mais il y aura d'autres traits d'horreur, vous en faites pas. D'ailleurs, je viens de mettre à jour la playlist traits d'horreur. Si vous êtes en manque, vous en avez forcément raté 2 ou 3. Allez piocher là-dedans et devrez avoir votre bonheur. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire de Max et Thèse. Max et Thèse, ce sont deux filles qui ont la vingtaine et qui ont soif de road trip. Elles en font chaque année et cette année-là, elles ont décidé de partir de New York, de zigzaguer à travers tous les États-Unis et d'arriver 6 semaines plus tard à Los Angeles. Max et Thèse, elles sont jeunes, elles ont pas trop de moyens et pour économiser une tonne d'argent, elles vont pas louer un énorme camping-car, elles vont tout simplement utiliser la berline de la maman de Thèse, berline qui est assez grande et qu'elles vont aménager pour l'occasion, pour que chacun ait sa petite couchette. Cette année-là, Max et Thèse, elles ont dormi dans plein d'endroits différents. Des parkings, des campings gratuits, des aires de repos. Elles expliquent que tout se passait merveilleusement bien, elles se sont pas senties une seule seconde en danger jusqu'à la dernière semaine de leur voyage en Arizona. Cette nuit-là, c'est une nuit qui était pas très différente de toutes celles qu'elles ont traversées jusqu'à présent. La particularité, c'est que ce camping-là, la ville la plus proche était assez loin. Mais bon, c'était le cas d'autres campings auxquels elles étaient déjà allées, donc ça les a pas plus fait flipper que ça. En arrivant sur les lieux, elles sont pas seules, il y a un camping-car qui est garé, et plus loin, il y a 2 voitures. Elles se garent assez proche du camping-car, et un homme en ouvre la porte. Thèse lui fait un signe de la main, elle est contente à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, sauf que l'homme reste immobile et la fixe. Elles comprennent tout de suite que c'est peut-être quelqu'un qui veut de l'intimité, et qu'elles ont peut-être pas été cool à se garer aussi proche du camping-car. Elles roulent alors un peu plus loin sur la route, et elles se garent sur un terrain plat, non loin des 2 autres voitures. Elles boivent quelques bières, elles prennent des photos, elles vivent leur meilleure vie de meilleurs potes, et Thèse remarque au loin qu'un peu plus bas dans cette zone de camping, il y a un feu de camp. À la recherche de nouvelles rencontres, elle décide d'y aller. Autour du feu de camp, il y a 2 hommes, et c'est donc les 2 propriétaires des voitures garées non loin de la voiture de Thèse et Max. Les 2 hommes ont l'air sympas, ils sont eux aussi en train de discuter, du coup Max et Thèse s'assoient et commencent à discuter avec eux. Au fil de la discussion, Max et Thèse comprennent que l'un des 2 est plutôt gêné. Et celui qui est gêné, et qui est d'ailleurs un peu plus vieux que l'autre, a l'air aussi d'avoir pris de la drogue. Mais il a pas l'air pour autant dangereux, au contraire, il a l'air très inoffensif et perché dans son monde. Du coup, elles vont essentiellement discuter avec le 2e homme. Et ce 2e homme, apparemment, c'est un ancien garde forestier. Il est décontracté, chill, bon mood, et pendant plusieurs heures, ils vont chacun échanger au sujet de leur voyage, de leur famille, de leur vision de la vie, etc. Et puis cet homme commence à parler de l'ours. Ouais, il leur dit que quelques heures plus tôt, il a aperçu un ours au loin qui faisait des tours autour de la zone de camping et en vrai c'est un truc plutôt fréquent parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture et donc des fois ils viennent gratter de la bouffe. Max et Thèse, elles badent un peu parce que souvent la nuit elles se lèvent pour aller aux toilettes et donc elles ont tout sauf envie de se faire agresser par un ours en pleine nuit. Et d'un ton très sérieux, il leur explique que si elles sortent de leur voiture au beau milieu de la nuit, c'est pas que d'un ours dont elles devraient s'inquiéter.
Ah bon? Elles sont pas très sereines, elles regardent le deuxième homme, heureusement il est toujours en plein trip et parfaitement inoffensif. Et puis l'ancien garde forestier se lève et va vers la glacière pour se prendre une nouvelle bière. À ce stade, on est dans la forêt, il fait une nuit noire, et donc tout ce qui n'est pas très proche du feu de camp est plongé dans l'obscurité et n'est pas visible. Et c'est le cas de la glacière. Max et Tess regardent quand même en direction de vers là où il est parti, et après plusieurs secondes de noir, elle voit un point rouge apparaître. Le ranger est dans l'obscurité, à quelques mètres d'elle, et il vient apparemment de prendre une photo d'elle. Elle reste bouche bée parce que généralement avant de prendre des gens en photo, tu leur demandes. Et puis il vient se rasseoir avec elle près du feu, comme si c'était rien passé. Max et Tess immédiatement ne sont pas du tout rassurées. Elles se lèvent, elles expliquent aux deux hommes qu'il est tard et qu'elles doivent y aller. Le vieil homme toujours dans son trip leur souhaite bonne nuit. L'ancien ranger, lui, les regarde avec un sourire aux lèvres et leur dit de faire attention, parce que là-bas, dans les bois, il y a plus que des ours. Immédiatement, elle se demande pourquoi il les a prises en photo. Surtout sans dire un mot, sans demander, sans rien, c'est super bizarre. Et Max se souvient qu'elle a vu un documentaire sur les tueurs en série et que certains d'entre eux parfois avertissent leurs victimes. Malgré l'obscurité, elle retrouve leur voiture, elle rentre à l'intérieur. Max démarre alors la voiture et allume les phares, prend la direction du chemin de terre qu'elles ont emprunté pour arriver au camping, et en regardant dans son rétroviseur, elle voit le ranger, debout sur le chemin de terre, marchant vers elle en souriant, avant de le voir disparaître dans l'obscurité à cause de la distance. Cette nuit-là, elles ont roulé 1h30 de plus que prévu, avant de trouver un endroit où se garer et de dormir dans la voiture. Et surtout, elles ont fait la première et dernière rencontre vraiment badante de leur périple, avec ce fameux ancien ranger qui apparemment leur voulait pas que du bien. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que avant ce switch, elles ont parlé avec lui pendant 2-3 heures et le mec était cool, bon délire, sympa, c'était chouette quoi. Elles ont réalisé d'un coup qu'elles étaient pas du tout en sécurité, alors qu'elles ont été très sereines pendant 2 heures avant ça quoi. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Et je suis un peu deg parce que j'adorerais un jour faire un road trip, mais vraiment j'adorerais. Mais j'ai tellement peur mec de ce truc de mauvaise rencontre, c'est terrible. Ça je redoute. Et je suis tellement naïf, les gens naïfs comme moi, on se ferait déglinguer, on verrait rien venir. Moi le mec en kawaii jaune là dans l'ascenseur, je leur ai proposé de l'aide. Bref, à très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain thread d'horreur, on essaie d'en faire un tous les mois, je vous le rappelle. Courage à ceux qui partent en road trip demain. C'est ciao. C'est l'heure du thread d'horreur du mois, j'espère que vous allez bien. 3 histoires sympas, des nouvelles mécaniques. Je sais que vous aimez pas quand les intros sont longues dans ces vidéos-là. Alors place tout de suite aux histoires. La première, c'est l'histoire de Lydia, et c'est une grande première dans l'histoire des threads d'horreur. Ça se passe sous l'eau. Tous ceux qui ont la thalassophobie comme moi actuellement, on est mal. Lydia vient des Caraïbes, et là-bas, entre Noël et le Nouvel An, on fait tranquillement de la plongée. Sa famille et elle avaient donc prévu plusieurs sessions de plongée, et elle précise que sa famille sont des plongeurs bien plus expérimentés qu'elle, et ils ont même passé leur niveau de plongée, ça veut dire qu'ils peuvent aller plus profond qu'elle, à des profondeurs où du coup quand tu remontes, tu dois attendre à des paliers de décompression. Tout ça, vous le savez parce que vous avez vu cette vidéo. Ah, tu l'as pas vu. Lydia, elle, c'est plutôt une plongeuse occasionnelle, elle aime bien ça, mais elle est pas spécialiste. Alors un jour, elle décide de faire un petit cours privé avec un instructeur pour prendre en niveau et pouvoir ensuite faire des plongées plus profondes, y compris avec sa famille. Sur le bateau de Lydia, il y a que des débutants, c'est même elle la plus expérimentée du bateau, et ils s'apprêtent à plonger dans un récif de corail sublime. Bref, tu connais les Caraïbes. Il y a le petit briefing de sécurité, tout le monde comprend bien les règles. Dans le briefing, évidemment, il est indiqué comment communiquer sous l'eau, à savoir via des signes, donc on apprend quel signe correspond à quoi. Et puis tout le monde commence tranquillement à descendre à 12 mètres. Tout se passe merveilleusement bien, mais faut quand même noter quelque chose, c'est que ce jour-là, c'est une journée venteuse et il y a une forte houle. Alors c'est moins relou quand t'es sous l'eau que quand t'es à la surface, mais du coup quand t'es sous l'eau, il y a quand même beaucoup plus de courant. Donc pour nager, tu dois faire plus d'efforts et donc tu consommes plus d'oxygène. Après 30 minutes, Lydia commence à être faible en niveau d'oxygène et elle fait donc signe à son instructeur qu'elle s'apprête à remonter. Alors rassurez-vous, son niveau d'oxygène est loin d'être critique, mais en plongée, on est très prudent et on s'y prend vachement en avance. Elle s'apprête donc à remonter, mais elle aperçoit au loin un jeune homme nager vers elle. Ce jeune homme, c'est ni l'instructeur, ni un camarade du cours, mais il a un équipement complet de plongée, donc des bouteilles, un masque, une combinaison, comme tous les élèves du groupe. Arrivé à côté de Lydia, le jeune homme lui fait le signe que tu dois faire quand tu n'as plus d'oxygène. Lydia tend donc son appareil de rechange à ce jeune homme, et à partir de là, puisqu'ils sont maintenant 2 à respirer dans les bouteilles de Lydia, le niveau d'oxygène restant descend 2 fois plus vite. Lydia attend que le jeune homme se calme parce qu'il avait l'air quand même en panique, et puis elle lui fait signe d'aller voir l'instructeur, qui est probablement beaucoup plus qualifié qu'elle, pour lui porter assistance. Mais le jeune homme fait non avec la tête, et il lui fait signe d'entamer sa remontée. Et puis aussitôt, il se met à remonter et à tirer donc Lydia avec lui. Lydia comprend pas trop ce qui se passe puisque ça aurait pris que 20 secondes d'aller prévenir l'instructeur que la panne d'air était proche et qu'elle était en train d'aider ce jeune homme, mais elle est en train de remonter malgré elle à la surface avec ce mec, et puis en tournant la tête, elle voit que son instructeur nage vers elle. Ça y est, il l'a repéré. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme inconnu lâche Lydia, se remet à utiliser son propre équipement de plongée et se met à nager à toute vitesse au loin. Lydia ne comprend pas, mais son instructeur est maintenant à ses côtés et l'accompagne dans son ascension vers la surface. Arrivée sur le bateau, Lydia est un peu choquée de ce qui vient de se passer, et donc elle demande à son
son instructeur qui était ce mec. Et son instructeur lui répond que c'était probablement un mec qui a perdu son groupe de plongée et qui avait besoin juste d'un peu de temps pour se calmer. Bref, incident un peu bizarre, et le lendemain, Lydia retourne donc plonger, cette fois avec sa famille et aussi une instructrice, Charlie. Et elle va immédiatement ce jour-là parler à Charlie des incidents de la veille. Charlie demande à Lydia de lui décrire cet homme et elle lui dit reconnaître cette description puisqu'il s'agit de celle de Marvin, un mec qui bosse dans un restaurant de la ville et qui sur ses jours de congé va tout le temps faire de la plongée puisqu'il aimerait devenir instructeur. Ce jour-là, Charlie a même mangé à ce restaurant le midi et elle a vu Marvin. Il est donc en vie, tout va bien, il a pu remonter à la surface la veille et notre amie Lydia est donc rassurée. Les jours passent, les plongées passent, tout se passe bien, Lydia commence à prendre en niveau et durant toutes ces plongées, Lydia elle a pas recroisé Marvin sous l'eau, sauf le dernier jour. Ce jour-là, c'est le dernier jour de plongée et donc ils ont planifié un sacré truc pour l'occasion. Ils vont plonger dans une épave. L'épave est située à 30 mètres de profondeur, donc c'est une profondeur assez importante. On est donc sur une plongée beaucoup plus technique que celle auquel Lydia est habituée puisqu'il y a des paliers de décompression. Encore une fois, si vous avez vu cette vidéo, vous comprenez tout ce que je dis. Bref, ils descendent à 30 mètres, ils sont impressionnés par l'épave qui se trouve devant eux. Lydia croise 2 fois l'instructeur, les 2 fois il lui demande si tout va bien et elle lui fait signe que oui. Et c'est peu de temps après qu'elle aperçoit au loin Marvin nager vers elle. À ce moment précis, Lydia est à 25 mètres de profondeur. Elle est donc encore en dessous son arrêt de décompression obligatoire si elle veut revenir à la surface. En voyant Marvin, elle est un peu surprise, et puis après quelques secondes, il attrape le bras de Lydia et commence à la tirer vers le haut. Lydia ne comprend pas ce qui se passe, elle est tétanisée, et puis elle se met à s'agiter dans tous les sens en espérant que son père ou que ses sœurs, qui sont plusieurs mètres en dessous d'elle à ce moment-là, lèvent la tête et comprennent ce qui se passe. Et lorsqu'elle s'apprête à dépasser son palier de décompression, elle sent une main lui attraper la cheville, et cette main c'est celle de son père. Il la tire alors vers le bas pour qu'elle s'éloigne le plus possible de son palier de décompression. Et face à ça, Marvin lâche Lydia et nage au loin à toute vitesse. De retour à la surface, Lydia est traumatisée, elle est en pleurs, elle comprend pas ce qui vient de se passer, elle comprend pas pourquoi Marvin a eu ce comportement-là, mais elle va obtenir les réponses à ses questions le lendemain. Car le lendemain, elle passe une dernière fois au bureau du club de plongée parce que ses sœurs doivent récupérer leur diplôme. En arrivant au bureau, elle tombe sur Charlie, la deuxième instructrice qui lui avait expliqué que l'inconnu était Marvin qui travaillait au restaurant. Elle lui raconte les événements, mais Charlie ne comprend pas puisque la veille, elle était au restaurant où travaille Marvin, et Marvin était là. En fait, Lydia, c'est pas Marvin qu'elle a croisé sous l'eau, c'est un parfait inconnu, que les instructeurs ne connaissaient pas et qui n'appartenait à aucun groupe de plongée de l'île. Elle comprend donc qu'en fait ce mec, il a un kiff quand il plonge, c'est d'aller voir des novices et d'essayer de les buter. Tout simplement, soit en les forçant à ne pas respecter leur palier de décompression, soit en tirant sur leur oxygène pour entraîner une panne d'air. Elle a donc rapporté tout ça à la police, sauf que c'est quand même sacrément improbable et elle a plus jamais revu cet inconnu qui peut-être s'en est pris à d'autres plongeurs novices de la même manière. Alors cette histoire, je l'aime bien parce que sur Terre, il se passe des trucs relous, mais sous l'eau tu n'es pas tranquille non plus. Je suis désolé, mais ayant peur en milieu sous-marin, cette histoire elle me terrifie. J'ai fait de la plongée plusieurs fois et mon gars, si ça m'était arrivé, mais je crois j'aurais fait une crise cardiaque sous l'eau. Mais vraiment. Bref, passons à la deuxième histoire et cette fois ça se passe sur la terre ferme et cette histoire c'est celle de Claudia. Claudia a 16 ans au moment où elle raconte les faits mais l'histoire a eu lieu 4 ans avant quand elle en avait 12. L'amie dont elle va parler dans cette histoire a 2 ans de plus qu'elle donc à l'époque elle avait 14 ans. Et cette amie elle s'appelle Sally. Elle prend le temps de préciser qu'à cet âge là, 2 ans d'écart c'est quand même beaucoup. Ça donne quelqu'un qui est en 4ème au collège et qui est ami avec quelqu'un qui est en seconde au lycée. C'est plutôt rare de voir ça en réalité mais elles sont copines. On est vendredi, c'est le début de la soirée, tout se passe bien, tout est ordinaire comme tous les vendredis qu'elles ont passé ensemble auparavant et comme très souvent elles sont toutes les deux chez Sally. Ce soir-là, Claudia et Sally regardent Hunger Games et puis après le film, elles traînent dans la chambre de Sally. Elles mettent de la musique, elles s'amusent à se préparer, à se make-up, etc. comme si elles allaient aller à une soirée. Bref, elles imitent les grandes. Et c'est là que tout va partir en vrille. Il faut savoir que Sally, c'est pas vraiment une influence positive. Elle est décrite par Claudia comme étant une manipulatrice et comme la rabaissant très souvent pour elle se mettre en avant. Classique truc du collège ou de Twitter. Et parmi ses défauts, elle avait entre autres le vilain fait de parler à des hommes beaucoup plus âgés qu'elle sur des sites de rencontres et de mentir sur son âge à elle. Ce soir-là, elle montre à Claudia quelques textos qu'elle a eu avec un inconnu et il y a un truc qui l'interpelle dans les échanges, c'est que le mec en face fait tout pour rencontrer Sally. Ce mec aurait, d'après ce qu'il dit dans les messages, 19 ans et il serait grand, blond et aux yeux bleus. Waouh! On est dans un Disney. Après avoir lu les messages, Claudia demande donc à Sally si elle a une photo de lui. Bonne nouvelle, Sally en a une, sauf que l'homme qui est sur la photo n'a clairement pas 19 ans. Il a plus 40 ans. Bref, les heures passent et Sally reçoit un appel de cet homme. Elle le met sur haut-parleur pour que Claudia puisse entendre et l'homme va lui dire qu'elle est vraiment belle et qu'il aimerait qu'ils se rencontrent. Sally, elle va lui dire la vérité. Elle va lui dire écoute, je suis avec une pote, là, tranquille, on passe une petite soirée pyjama, on se régale. Et ça va intriguer
l'inconnu au bout du fil. Il va donc proposer à Sally de venir avec son ami. Tiens, plus on est de fous, plus on rigole. Le plan est donc le suivant. Sally veut que elle et Claudia fassent le mur et se rendent furtivement là où l'homme leur a demandé, à savoir sur le parking désert d'un McDo. C'est pas ouf comme plan de soirée pour être honnête. Claudia évidemment elle veut vraiment pas y aller, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, sauf qu'elle voit bien que Sally va y aller quoi qu'il arrive, donc elle va décider de l'accompagner au cas où les choses tourneraient mal. Mais elle a tellement un mauvais pressentiment qu'elle va cacher un couteau de cuisine dans son soutien-gorge. Juste au cas où. Sympa l'ambiance de ce rendez-vous. Bref, elles partent en douce de la maison, elles ont leur téléphone avec elles. Sur le chemin, il y a peu de lampadaires, donc elles sont déjà en flip avant même d'arriver sur le parking. Et en arrivant sur le parking, une voiture est garée. Une Toyota Corolla 2000 noire. Et il y a déjà un hic, il y a plusieurs personnes dans cette voiture. L'homme de la photo ouvre la porte du siège passager et sort de la voiture. Étant à quelques mètres de la voiture, il leur demande de s'approcher de lui. Claudia allume le flash de son téléphone pour mieux voir. Et grâce à son flash, elle voit que le mec face à elle est complètement sous drogue. Il a les yeux plus que globuleux et surtout il est nerveux. Il arrête pas de trembler. Il s'approche alors de nos deux amis et tout de suite il attrape le bras de Sally. Immédiatement, Claudia dégaine le couteau qu'elle a dans son soutien-gorge. Et face à ça, les amis du mec sortent tous de la voiture. Ils vont essayer de calmer le jeu en leur proposant de monter dans la voiture dans laquelle ils auraient apparemment de l'alcool et de la drogue. Claudia, elle trouve ça pas cool du tout. Elle a son téléphone dans la main, elle leur dit qu'elle est prête à appeler la police. Sur ces mots, l'inconnu de la photo lâche le bras de Sally et cette fois c'est Claudia qui attrape le bras de Sally et qui part en courant avec elle. Elles arrivent saines et sauves à la maison familiale et immédiatement Sally prend son téléphone et supprime le mec de tous ses réseaux. Elle passe la nuit à regarder aux fenêtres et elles font bien puisqu'elles vont apercevoir à de multiples reprises une Toyota Corolla 2000 noire rôdée. Le jour se lève, elles n'ont pas dormi de la nuit. Claudia rentre chez elle. Et c'est tout. Elles en ont jamais parlé à leurs parents. Et le lendemain, Sally a reproché à Claudia de lui avoir gâché sa soirée. Et du coup, elles se sont plus parlé pendant 3 ans. Heureusement, le hasard fait que Sally a déménagé quelques mois plus tard. Mais Claudia, elle a jamais eu aussi peur que ce soir-là. Et l'injustice fait qu'elle a perdu sa meilleure pote pour lui avoir sauvé la vie. Génial! N'allez pas à des rendez-vous avec des inconnus. Des inconnus qui ont 20 ans alors que vous en avez 14. Ça suffit! Ça, c'est un truc qui est ouf quand t'es jeune. Il y a un effet horrible, c'est que t'idolâtres vachement les gens plus vieux et tu baisses vachement ta garde face à eux. Sauf qu'en fait, plus un mec ou une meuf âgée s'intéresse à toi qui est très jeune, là attends 12 et 14 ans c'est méga jeune, plus c'est très mauvais signe en fait, il y a même pas de débat. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre quelqu'un comme Claudia qui a été sensibilisé à ça et quelqu'un comme Sally qui l'a pas spécialement été, et c'est terrible en fait. Donc voilà, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, déjà c'est trop creepy pour vous, qu'est-ce que vous faites là? Allez plutôt voir cette vidéo. Et ensuite faites gaffe, prenez soin de vous. Messieurs, dames, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Horrible! C'est celle de Clarisse, et autant vous dire que cette histoire, je la trouve affreuse parce que nous les mecs, c'est un secret pour personne, on a de la chance sur ça. On encourt beaucoup moins de danger. Mais sachez que même en étant un mec, il y a des situations comme ça où j'ai peur, donc j'imagine même pas si j'étais une meuf. Clarisse, elle est pas française, elle vit aux États-Unis, à Portland précisément, et l'histoire qu'elle raconte a eu lieu en 2018. Bref, ce soir-là, Clarisse est de sortie, elle est avec des amis dans un bar, ils dansent et ils se mettent une giga caisse. En fait, à l'époque, elle a compris qu'elle pouvait faire des économies en ne mangeant pas avant d'aller à une soirée, parce que du coup elle pouvait se mettre une méga caisse en buvant beaucoup moins d'alcool. Ah, Clarisse, elle va en soirée pour en découdre. Ce soir-là, elle est tellement ivre qu'à la fin de la soirée, elle se souvient à peine d'avoir demandé à son ami de lui appeler un Uber. Bref, ses amis l'amènent jusqu'à la voiture, lui souhaitent une bonne nuit et leur chemin se sépare. Quelques minutes après le début du trajet, le conducteur demande à Clarisse comment s'est passée sa soirée et lui demande aussi si elle fume. Alors comme moi, vous comprenez tous, enfin sauf les chauffeurs du coup, que quand t'es dans cet état, t'as envie de tout sauf de parler au conducteur. Tu veux parler à ton lit et à personne d'autre. Du coup, elle esquive la discussion. Quelques minutes plus tard, Clarisse est surprise parce que le conducteur lui tend un joint. Au calme. Clarisse comprend pas et elle lui dit « Écoute, je veux juste rentrer chez moi et dormir. » Et le chauffeur lui répond que c'est un joint à base d'indica et que l'indica ça permet de bien dormir. Encore une fois, Clarisse elle est dans cette situation relou où tu sais pas trop quoi répondre parce que t'as peur d'énerver le mec, donc tu dis ni oui ni non, juste esquive. Mais ton esquive elle est perçue par le mec comme un « Merci pour le joint, je vais tirer dessus dans un instant. » Le chauffeur va donc lui dire « Bon, pas de soucis si tu veux fumer, mais par contre je dois annuler la course parce que je peux pas te donner le joint tant que je suis en course. » Ça n'a aucun sens. Et Clarisse elle est bourrée mais elle comprend direct que ça n'a aucun sens. Et au moment où elle s'apprête à dire quelque chose, elle voit qu'il vient d'annuler la course et qu'il vient de se garer. Aux alentours, c'est que des parkings, vides, un atelier de carrosserie fermé, bref, il y a personne à la ronde. Le chauffeur va donc allumer ce joint, et à chaque fois qu'il le tend à Clarisse, elle le prend et elle fait semblant de tirer dessus, elle crapote, dans le but de pas l'énerver et de provoquer aucune réaction incontrôlée de sa part. Bref, il y a un grand silence dans la voiture, Clarisse relève les yeux vers le rétroviseur, et elle croise le regard du chauffeur qui est en train de la fixer. Chauffeur qui lui dit « On est bien ici ».
Clarisse lui dit que c'était cool, mais qu'elle va appeler un autre Uber pour rentrer chez elle. Mais le chauffeur lui dit « Non, t'inquiète, j'ai toujours ton adresse, je vais te ramener. » Clarisse relativise, elle se dit peut-être qu'elle se fait des films, que le chauffeur c'est peut-être juste un gros fumeur de weed chill, et qu'elle réagit de manière excessive. Non, Clarisse, tu n'as rien fait de mal. Un chauffeur n'est pas censé s'arrêter, annuler la course et fumer un joint avec toi. C'est pas ta faute là. Bref, la voiture démarre et le trajet reprend. À l'époque, Clarisse, elle vit dans un campus qui est situé au sud-ouest du centre-ville. Sur la gauche, il y a plein de ponts qui permettent de passer au-dessus de la rivière et de rejoindre le centre-ville et donc le sud-ouest du centre-ville. Mais la voiture passe à côté de tous ces ponts et n'en emprunte aucun. C'est la 4e sortie que la voiture aurait dû emprunter pour se rendre au centre-ville, mais la voiture continue de rouler vers le nord. Et autre détail qui a son importance, au nord-est du centre-ville, c'est que des zones désaffectées. En gros, que des endroits isolés où il y a personne. Clarisse, elle comprend que là, c'est vraiment chaud, et elle prend son élan et elle dit au chauffeur que son petit ami l'attend à la maison. Face à ça, le chauffeur ne dit rien, mais il fait demi-tour. Et il prend une sortie qui mène au centre-ville. À partir de là, il y a de longues minutes qui vont s'écouler sans qu'aucun des deux ne s'échange le moindre mot. Mais Clarisse, elle est loin d'être sereine et elle a la main sur la poignée de la porte. Et elle raconte qu'à chaque feu rouge, elle est prête à l'ouvrir et à partir en courant. Finalement, la voiture arrive à 2 pâtés de maison de l'appartement de Clarisse. Elle lui met la classique au douille du « arrêtez-vous là, c'est plus simple parce qu'elle veut juste pas qu'il voit où elle habite ». Et il lui répond pas, mais il s'arrête. Clarisse est soulagée, elle a même un sourire aux lèvres. Alors elle appuie sur le bouton de la porte pour sortir. Mais la porte s'ouvre pas. Elle soulève alors le petit truc manuel là de verrouillage, mais il bouge pas. La porte est bel et bien verrouillée. Et en levant la tête, elle voit le chauffeur qui a la tête complètement tournée vers elle et qui lui sourit. Elle explique que c'est le pire sourire qu'elle a jamais vu de sa vie, que le mec était vraiment en train d'apprécier en fait, de lui faire peur. Et immédiatement Clarisse fond en larmes et le supplie d'ouvrir la porte. Et après quelques secondes, le chauffeur déverrouille la porte. Clarisse sort de la voiture, court jusqu'à chez elle, et en arrivant dans son appartement, elle s'aperçoit que son petit ami n'était pas là, puisqu'il était en fait sorti avec des amis à lui au dernier moment. En fait, ce soir-là, personne n'attendait Clarisse, et personne n'aurait eu aucun signe qu'il lui était arrivé malheur avant un bon moment. La nuit passée, en se réveillant le lendemain, Clarisse, elle réalise toujours pas en fait, elle comprend toujours pas si c'est elle qui en a fait des caisses, et que le mec était totalement inoffensif, ou si il représentait vraiment un danger. Et quoi qu'il en soit, Clarisse, ton chauffeur n'a pas à faire ça. Qu'il représente un danger ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, s'arrêter sur un parking et te forcer à tirer sur un joint, c'est pas normal, et ça me rend fou dans les histoires comme ça où, en fait, les gens vivent des trucs horribles, ils sont des victimes dans leurs histoires, clairement, et ils remettent tout le temps en doute le fait d'être une victime, ils pensent tout le temps que peut-être qu'ils sont imaginés des choses, peut-être que c'est pas eux. Non, ne reniez pas les faits. T'as encouru un danger, Clarisse, t'as super bien agi. Bravo, Clarisse, voilà. Congratulations, Clarisse. Ça vous plaît, hein, quand vous cliquez sur ce type de vidéo là. 3 histoires d'horreur, vous connaissez la recette. Et il y en a eu pas mal en fait pendant les confinements et les couvre-feux. Bah oui, les gens creepy continuent à être creepy. Un plaisir. Déjà, petite recommandation de film d'horreur, je sais pas si j'ai déjà fait en vidéo. Hérédité, incroyable, j'ai adoré. Et Midsommar, fait par le même réalisateur, c'est son 2e film. Un autre délire, j'ai un peu moins aimé, mais les 2 films sont excellents, n'hésitez pas. Voilà, pour ceux qui aiment le délire film d'horreur et tout. Il y a un peu que ça à foutre en ce moment, mater des séries et des films. Régalez-vous. Bon, des histoires, on en lit avec Lorraine à chaque fois, hein, avant que je la raconte. Je pense pas qu'il y ait des histoires qui fassent plus peur objectivement que d'autres. Je pense que c'est juste un truc de sensibilité. Il y a certaines mécaniques qui vont faire bader les uns et pas les autres, et d'autres mécaniques vice versa. C'est un truc très subjectif, l'horreur, mais en tout cas, ça continue à me passionner. Et sortez plus de films d'horreur là, à Hollywood. J'ai besoin de frissonner. Bon, il y a le nouveau Conjuring qui arrive, j'ai hâte. J'ai très hâte. Bref, passons à nos 3 histoires du jour. On commence avec celle de Quentin. Il y a une chose à savoir dans l'histoire de Quentin, c'est que là où il vit dans son pays, tout ce qui est naturel, donc les plages, les vallées, les forêts, bah t'as le droit d'aller y camper. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais par exemple en France, on n'a pas le droit d'aller camper où on veut. Il y a des aires de campement prévues à cet effet, et si tu vas camper ailleurs que là sans autorisation, bah t'es dans l'illégalité. Bref, par conséquent, quand il était petit avec sa famille, ils adoraient aller faire beaucoup de camping. Il partait plusieurs fois par an avec ses parents, des amis de ses parents, et donc les enfants des amis de ses parents. Ça faisait une sorte de colonie de vacances cool, et la plupart du temps, ils allaient camper sur une plage, ce que j'ai jamais fait perso. J'ai toujours été en forêt, avec les moustiques et la peur des sangliers. Et quand ils campaient sur cette plage, ils étaient jamais seuls, et il y avait même des bateaux en fait qui étaient postés tout le long de la plage, avec des gens qui passaient la journée sur leur bateau, puis qui le soir ils dormaient. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup c'est plus du camping. Bref, l'endroit où ils allaient camper, c'est un truc qui est très familial, tout le monde vient avec ses enfants passer du bon temps. L'histoire que Quentin nous raconte se passe au printemps 2011. Il spécifie qu'il s'en souvient, parce que quelques mois avant, ils ont adopté un chien à un refuge. Un chien qui s'appelle Parmesan. Il explique qu'ils ont adopté ce chien quand il avait 6 mois, après qu'il ait été exfiltré d'un business de combat de chiens, c'est bon? Il le décrit comme un chien hyper à l'aise avec la plupart des humains et aussi avec la plupart des autres chiens. Printemps 2011, ils décident d'aller faire un fameux camping à l'endroit habituel, mais cette fois, ils emportent pour la première fois avec eux
leur nouveau chien. Malheureusement, cette fois-là, ils sont partis plus tard qu'habituellement et donc en arrivant sur place, c'est le coucher du soleil ou plutôt la tombée de la nuit. Alors évidemment, établir un camp quand il fait nuit, c'est hyper chiant et compliqué. Quentin et sa famille comptaient sur la lumière des bateaux et des campements aux alentours pour y voir clair eux, sauf que malheureusement, cette fois-là, il n'y a pas d'autres campeurs sur la plage. Ils sont seuls. Ça effraie pas du tout les parents de Quentin qui commencent à sortir les bagages de la voiture, qui commencent à monter la tente, en s'éclairant avec les lampes torches disponibles et dans la bonne ambiance. Comme il fait nuit et qu'ils viennent d'avoir Parmesan, Quentin, il a pas envie de le laisser se balader librement sur la plage parce qu'il y a de grandes chances qu'il le perde de vue et qu'il le perde tout court. Donc il décide pour le moment de le laisser enfermé dans la voiture. Cette plage, elle est en forme d'arc de cercle. Et tout au long de cet arc de cercle se trouve une route. Et une voiture fait le tour de cette route qui longe la plage. Rien d'alarmant, probablement une autre famille qui vient monter le camp ici, vu que c'est un spot très fréquemment utilisé parce qu'il est très beau. Mais quelques minutes plus tard, la voiture refait le tour, sans s'arrêter. Mais le père de Quentin s'en fout et continue à monter le camp. Quelques minutes plus tard, la voiture revient, sauf que cette fois, elle s'arrête le long de la route. Et elle s'arrête juste à côté de la voiture de la famille de Quentin. Et le conducteur sort de la voiture. La maman de Quentin pense d'abord que c'est probablement un mec chargé de la sécurité de l'endroit et qui vient leur demander ce qu'ils font là et qui s'assure que c'est une famille normale qui vient camper et faire des trucs normaux à cet endroit. Et puis en observant la silhouette dans l'obscurité qui se rapproche d'eux, il remarque que cette silhouette, elle marche pas correctement. Cette personne, elle marche comme marcherait quelqu'un qui est ivre ou qui est drogué. Quentin et ses parents sont intrigués, son père tend donc sa lampe torche vers la silhouette pour mieux voir, et c'est là qu'ils s'aperçoivent que la silhouette, en plus de marcher bizarrement, elle a dans sa main gauche un couteau. Immédiatement, le père de Quentin tend son bras et met toute sa famille derrière lui, et dans son autre main, il tend un maillet de camping. Son père, très calme, demande d'abord à l'homme de ne pas s'approcher. Mais l'inconnu continue. Après quelques secondes, le père de Quentin perd patience et se met à crier sur l'inconnu. Et l'inconnu, lui, se met à crier sur le père de Quentin en retour. Ce qui est très peu rassurant. Quentin et sa sœur se mettent à pleurer, ils sont petits, leur père crie sur un inconnu qui lui crie dessus aussi. Tout laisse à penser qu'ils vont se battre et que vu ce que les deux hommes ont dans leurs mains, il y en a un qui va finir dans un sale état. L'inconnu n'est plus qu'à 2 mètres du père de Quentin, et là, un chien arrive en courant sur l'inconnu et lui mord au niveau du bras de toutes ses forces. Ce chien, vous l'aurez deviné, c'est Parmesan. Surpris, l'inconnu laisse tomber son couteau et il court jusqu'à sa voiture. Parmesan, lui, ne pourchasse pas l'inconnu, il reste positionné proche de sa famille. Immédiatement, Quentin et ses parents rassemblent leurs affaires et retournent dans la voiture. Une fois dans la voiture, Quentin il réalise que si Parmesan a pu leur venir en aide, c'est parce qu'il avait légèrement laissé ouvert la fenêtre côté passager pour qu'il ait un peu d'air. Et que Parmesan, après avoir entendu 2 hommes se crier dessus, a appuyé sur la vitre avec ses pattes, ce qui a agrandi le trou et il a donc pu partir de la voiture et les sauver. C'est bon, la famille est donc de nouveau dans la voiture, ils prennent la direction de leur maison, ils veulent rentrer, ils sont choqués de ce qui vient de leur arriver, sauf que le réservoir d'essence est presque vide. En arrivant en ville, ils trouvent une station, ils s'y rendent, le père de Quentin s'approche de la vitre pour essayer de voir les horaires d'ouverture, et c'est là qu'il entend une voix lui dire « c'est fermé ». Et cette voix, c'est celle de l'inconnu au couteau. Il est là, assis sur le capot de sa voiture, en train de panser son bras qui saigne à cause des blessures infligées par Parmesan. Et évidemment, quand le père de Quentin voit ça, il remonte dans la voiture et il trace. Il trace, mais il a toujours pas pu faire de plein d'essence et il lui reste apparemment de quoi faire 50 km. Ils prennent la route et après quelques minutes, ils voient des phares dans leur rétroviseur. Et ces phares, ils viennent de la voiture de l'homme au couteau. Il a compris que la famille manquait d'essence et il les suit. Et il va les suivre sur 40 km. Il va changer de direction à seulement 5 km de la station essence que visait le père de Quentin. La famille est soulagée, elle fait le plein en vitesse, et après un long trajet de plusieurs heures à être parano et à surveiller les rétroviseurs constamment, elle est enfin de retour à la maison et pas prête d'aller camper de nouveau. Alors, on a envie de camper ou pas là? Bref, petite rencontre agaçante, on adore ça, croiser des gens avec des couteaux qui sont menaçants et qui nous hurlent dessus, oui. J'irai pas camper à un endroit où il y a personne. C'est mort. Il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Maya. Maya, son histoire, elle est très récente puisqu'elle est arrivée pendant le confinement. Pendant les confinements, on avait le droit de sortir pour faire de l'activité physique, et c'est ce que Maya a décidé de faire parce qu'à force de rester chez elle toute la journée, elle avait besoin de se dépenser. Ce jour-là, elle va donc courir comme régulièrement dans le parc à côté de chez elle, sauf que comme elle a pas beaucoup de cardio, elle explique qu'elle est systématiquement obligée de faire une petite pause. Ce jour-là, pendant sa pause, elle regarde autour d'elle comme d'habitude, et elle croise le regard de quelqu'un qui la fixe. Ça arrive de croiser le regard de quelqu'un, elle est pas affolée plus que ça, et après un petit moment, elle reprend son jogging. Mais quand elle reprend son jogging, elle voit au loin que cet inconnu se met à marcher, et il se met à marcher dans la même direction qu'elle. Après plusieurs minutes, elle regarde autour d'elle, et elle comprend que, heureusement, elle a réussi à le semer. Sauf que Maya, elle a tort. Il est 22h, Maya est de retour chez elle, elle sort de la douche, elle décide d'aller se coucher, et à travers la fenêtre de sa chambre, elle remarque des phares de voiture qui tournent dans sa rue. Maya, elle vit dans une rue très calme. Quand une voiture passe dans cette rue, c'est 95% du temps un habitant qui rentre chez lui. Sauf que ce jour-là, la voiture que Maya aperçoit, elle fait des va-et-vient dans la rue. C'est donc parfaitement inhabituel. Après plusieurs va-et-vient, la voiture s'arrête devant la maison de Maya, et un homme côté passager en descend. Il y a donc quelqu'un qui conduit, et ils sont deux. Et cet homme qui descend de la voiture, vous en doutez, c'est l'homme qu'elle a aperçu plus tôt dans le parc. Maya assiste à ça en regardant à travers la fenêtre de sa chambre, et d'un coup l'inconnu lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de Maya et croise son regard. Maya, elle se dit tout de suite que le mec est un stalker relou qui vient toquer pour la draguer. Elle décide de fermer ses stores et elle va dormir.
C'est chelou. Jamais je vais dormir. Comment tu fais, Maya, pour t'en battre les couilles comme ça? C'est incroyable. Et évidemment, elle est réveillée un peu plus tard par un tapotement sur sa fenêtre. Ah bon? Elle ouvre les yeux et elle distingue la silhouette d'un homme, probablement le même, puisqu'elle voit en contrebas les phares de la voiture de tout à l'heure. Et là, elle se dit, mais comment il a fait? Ma chambre, elle est au 2e étage. Il a escaladé le toit du rez-de-chaussée pour atteindre la fenêtre de ma chambre. C'est pas des manières, ça, c'est quand même étrange. Après quelques minutes à faire semblant de dormir en restant immobile dans son lit, elle se lève, elle prend son téléphone et elle appelle la police. L'opérateur lui dit, ok, effectivement ce n'est pas normal, ne bougez pas, une patrouille est en route et elle arrive dans 5 minutes. Après plusieurs minutes, Maya, elle entend un gros bruit sourd. Elle en conclut que c'est probablement le bruit qu'a fait l'inconnu en sautant de son toit. Et puis d'un coup, ça toque à la porte. Au rez-de-chaussée cette fois. Et après que ça ait toqué, une voix rassurante dit « C'est la police, vous nous avez appelé, ouvrez ». Maya descend au rez-de-chaussée, elle s'apprête à ouvrir la porte, mais avant d'ouvrir la porte, elle veut remercier et dire au revoir à l'opératrice qu'elle a toujours au bout du fil. Elle la remercie, elle lui dit que la patrouille est là et elle s'apprête à raccrocher. Mais au moment de raccrocher, l'opératrice lui dit « Attendez, la patrouille est toujours en route. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est pas la police. Donc n'ouvrez surtout pas ». Maya, sur la pointe des pieds, remonte au 1er étage et là elle va attendre de longues minutes avant que la police arrive et que cette fois les vrais policiers frappent à sa porte en disant « Ouvrez, c'est la police, vous nous avez appelé ». Cette fois l'opératrice lui dit « C'est bon, c'est bien la patrouille ». Cette fois Maya ouvre la porte et il y a devant chez elle 3 voitures de police et environ 6 policiers qui lui demandent ce qui vient de se passer et comment ils peuvent l'aider. Elle leur raconte tout, évidemment les 2 mecs s'étaient déjà barrés et dans ces cas-là la police elle peut rien faire à part faire des patrouilles les jours qui suivent pour intervenir si jamais les ravisseurs décident de revenir, mais généralement c'est pas le cas. Moi je vais vous dire un truc, quand ça toque, même si j'attends quelqu'un à une heure précise et que ça toque à cette heure précise, je regarde toujours dans l'œil de ma porte. Je sais pas pourquoi, j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui sonnent et qui soient mal intentionnés, c'est terrible. Des fois même c'est des livreurs et je reste 10 secondes comme ça à être sûr que c'est bien un livreur. On sait jamais. Messieurs dames, c'est l'heure de la 3e histoire, c'est celle de Simon et je l'aime beaucoup parce que c'est des jeunes qui sont fans d'aventures frissonnantes comme nous, sauf qu'ils ont vécu des trucs que nous on veut pas vivre. À cette époque, Simon a 19 ans, il est dans la fleur de l'âge, il bosse chez McDo et un vendredi après le travail, il rejoint des amis à lui et comme ils sont tous un peu fans d'histoires d'horreur, ils décident de se rendre à un endroit connu pour être hanté dans la région, White's Bridge. La légende raconte que dans les années 1900, un fermier local aurait pété un câble après avoir appris que sa femme le trompait et il l'aurait tué, elle et son amant. Après avoir commis cet acte impardonnable, il se serait rendu sur ce pont sur lequel il aurait, après une prise de conscience soudaine, décidé de se pendre. Simon explique que bien évidemment cette histoire est absolument fausse, mais qu'à l'époque, ils avaient 19 ans, ils étaient fans d'histoires d'horreur et ils y croyaient à mort. Et ils prennent la route en direction du pont. Et évidemment, plus ils se rapprochent de ce pont, plus c'est paumé et moins ils ont de réseau. On est en 2006 et c'est vrai que le réseau, il était pas aussi bien que maintenant. Bref, un dernier virage et nos amis tombent sur The White Bridge. Effectivement, on dirait clairement le pont d'un film d'horreur, il est vieux, il est usé, il fait bader. À l'entrée du pont, ils tombent directement sur un épouvantail. Dans cette bande de potes, il y a un mec qui s'appelle Mike, c'est un peu le casse-cou, c'est un peu le fêlé du groupe. Et Mike, il fait une dinguerie, il prend l'épouvantail et il l'allume avec son briquet et évidemment, ça prend feu direct. Alors oui, c'est une vraie idée de merde vu qu'ils sont sur un pont en bois, qu'en plus il a pas plu depuis un moment et que le bois est parfaitement sec. Heureusement, après plusieurs secondes, Mike s'en rend compte et il jette l'épouvantail enflammé dans la rivière et s'assure qu'il n'y ait pas de braise qui traîne sur le pont. L'exploration du pont touche à sa fin, c'est un petit pont, hein, c'est pas un truc de dingue. Mais bon, nos amis n'ont pas assez frissonné et Brandon leur dit « Écoutez les gars, la légende raconte que si on garde notre voiture au milieu du pont, qu'on la met au point mort et qu'on coupe le moteur, l'esprit du fermier mort poussera la voiture vers l'avant pour le faire sortir du pont. » C'est complètement con, on est d'accord, c'est complètement con. Mais vendredi soir, jeunesse, fans de légendes qui font peur, let's go. Ils remontent donc dans la voiture, ils vont sur le pont, ils mettent le point mort, ils coupent le contact et là ils se retrouvent assis dans le noir absolu, dans le silence absolu, à attendre qu'il se passe un truc. Il y a juste des bruits du pont qui grincent, des bruits de rivière qui coulent sous le pont et d'un coup, des bruits de pas. Et ils ont même pas le temps de réaliser que c'est vraiment des bruits de pas. La portière arrière gauche de la voiture s'ouvre et une femme entre et s'assoit dans la voiture. Il y a un petit silence, nos amis regardent cette femme, et cette femme leur dit qu'elle est vraiment contente qu'il soit là, parce que la voiture de son petit ami est tombée en panne, et qu'elle a besoin qu'on la ramène chez elle. Quentin et ses potes se regardent, comprennent toujours pas ce qui se passe, et ils lui disent « Désolé, mais déjà vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous foutez là ?» Et là, le ton de la femme change. Elle se met à leur répondre très sèchement. Elle leur dit froidement « Écoutez, je viens de vous expliquer. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me conduire jusqu'à chez moi pour pas que j'ai à faire le trajet à pied ?» Quentin, qui conduit la voiture, croise le regard de la femme dans le rétroviseur et il se dit « Il y a un blême. » Et il décide de dire à la femme de descendre de la voiture et de dégager. La femme soupire, ouvre la portière et retourne en marchant de là d'où elle vient, c'est-à-dire l'obscurité. Quentin et ses potes se regardent, ils se disent « Il s'est vraiment passé un truc ?» La voiture est toujours au milieu du pont et face à eux, il y a juste l'espace pour faire demi-tour et aussi un petit chemin qui part sur la droite et qui a l'air de mener nulle part. Ils avancent donc dans l'espace pour faire demi-tour et en regardant sur leur droite, ils voient effectivement grâce au phare de la voiture au loin, une voiture qui a l'air d'être en panne. Et là évidemment ils se sentent bien cons, puisque la meuf ils l'ont bien envoyé
chier. Et c'est là que Mike leur fait remarquer un truc. La voiture au loin, elle est dans un bien trop sale état pour être simplement en panne. C'était bien du bullshit ce que cette femme vient de nous raconter. Mais alors elle voulait quoi? Quentin ne veut pas savoir, il retraverse le pont et il se casse. À ce jour, ils y sont jamais retournés, ils ont eu les frissons qu'ils cherchaient, du coup c'est bien. Ils pensent qu'elle était probablement complice d'un futur guet-apens, qu'elle voulait les emmener à un endroit, en faisant genre que c'était chez elle, sauf que c'était pas chez elle et qu'en arrivant sur place, ils allaient se faire voler la voiture ou pire, on n'en sait rien. En tout cas, il y a plein d'histoires qui ont continué à circuler à propos de ce pont, c'était vraiment une légende locale et apparemment il y a des jeunes qui, il y a quelques années, y ont foutu le feu, ce qui a mis fin à toutes les légendes d'un coup. Lui et ses amis en tout cas ont décidé de plus jamais y retourner parce qu'ils ont vraiment eu peur ce soir-là. Et putain, ils ont de la chance! Bref, j'espère que ça vous a plu, j'ai envie de mater un film d'horreur, je vais pas me priver, mais sait-on jamais, si vous avez des petites pépites à recommander, je suis méga chaud. Comme d'hab, j'aime bien vous souhaiter bonne nuit après ça. Et regardez par votre fenêtre si une voiture fait des va-et-vient, on sait jamais. Allez, bisous! Eh bien bonjour, ça veut sa petite dose de frisson. Vous arrêtez de me demander tous les jours des threads d'horreur, d'accord? Si vous continuez, je fais la grève des threads d'horreur, je rigole pas hein. Aujourd'hui 3 histoires vraiment bien, je suis très heureux des histoires d'aujourd'hui. Surtout qu'il y en a une qu'on a trouvée sur le Let's Not Meet, donc le Reddit où des gens racontent des expériences un peu flippantes. Donc les histoires que je raconte dans ces vidéos là FR. Et oui, je mettrai le lien en description. Si vous voulez raconter des histoires dessus qui vous sont arrivées, n'hésitez pas, c'est l'endroit pour. Et donc aujourd'hui pour la première fois on raconte une histoire de ce Let's Not Meet FR. Et elle est incroyable, mais d'abord on commence avec l'histoire de Tommy qui lui n'est pas français. Juste avant l'histoire de Tommy, découvrez d'abord l'incroyable histoire sponsorisée de Clarence. Joyeux anniversaire Clarence. XPTDR, c'est quoi ce prénom? T'es qui? Michael, alias Michael le beau gosse. Mais je t'ai jamais invité. J'ai ramené des MacBook Pro, des iPhone 12 Pro, et des AirPods 2 pour tout le monde. Ok, tu peux rester beau gosse. Je peux avoir l'iPhone? Oui, pour ça il te suffit de cliquer sur mon lien en description. Y a quoi sur ce lien? Lords Mobile. Où est-ce qu'il a chopé la télécommande? Lords Mobile est un jeu de guerre et de stratégie mobile gratuit. Le but est de développer ton royaume, ton armée, modifier la formation des troupes, recruter et choisir les meilleurs héros, et créer des alliances pour t'imposer dans un monde médiéval fantastique rempli de magie et de créatures maléfiques. Et pour les cadeaux? En plus en ce moment il y a une collab avec les Chevaliers du Zodiaque, le héros Seiya est offert au téléchargement. Tu n'as pas répondu à ma question. J'allais y venir clavicule, ne t'en fais pas. Non, ça se prononce Clarence. Je m'en tape. À chaque fois que ton château augmente de niveau, tourne la roue de la fortune pour tenter ta chance. Tu tomberas peut-être sur un des grands prix, ou des cadeaux en jeu. Trop cool. Tu es le meilleur Michael le beau gosse. Bon, maintenant on peut revenir à mon anniversaire s'il vous plaît? Michael le beau gosse. Michael le beau gosse. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des cadeaux, en téléchargeant Lords Mobile. Grâce à ton lien en description. C'est bon, on sait. Tu pourrais leur demander de me souhaiter mon anniversaire plus tôt. Ah oui pardon, souhaitez tous un bon anniversaire à clavicule. Allez, c'est ciao. Tommy travaille dans une station-service minable. Vous savez, aux États-Unis il y a énormément de stations-service et t'en as beaucoup qui sont vraiment des tout petits trucs un peu creepy, minuscules, pas très bien entretenus. Et ben Tommy, lui, il travaille dans l'une de ces stations-service. Donc il est seul, il est assis sur un tabouret derrière le comptoir et il attend que des clients viennent pour payer leur plein. Il précise qu'autour de sa station-service, il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus modernes et que donc les clients se font de plus en plus rares à la sienne puisqu'ils préfèrent aller dans des trucs beaucoup plus neufs. Il explique carrément que son taf c'est plus devenu nettoyer et essayer d'entretenir comme il peut cet endroit qui est vraiment crasseux et pas vraiment accueillir des clients à la chaîne qui payent leur plein d'essence. Bref, ce jour-là, il est minuit et demi, Tommy travaille de nuit et il a 6h30 à tuer. Il est assis sur son tabouret derrière le comptoir, il est en train de lire un livre et il fait tout ce qu'il peut pour pas regarder l'horloge parce que le temps passe très lentement. Soudainement, du coin de l'œil, il voit un break s'approcher de l'une des pompes. 2 hommes en sortent et se rendent à l'intérieur de la petite boutique de Tommy. L'un des 2 est plutôt âgé et porte une veste en cuir et l'autre par contre est beaucoup plus jeune. Il a à peu près l'âge de Tommy et il a un manteau Carhartt et des bottes de travail. Bref, Tommy les décrit comme des gars de la campagne, rien d'inquiétant. Il leur dit bonjour et leur demande en quoi il peut les aider. Et puis le plus jeune des 2 hommes lui dit « Vous savez que vous êtes surveillé ?» Tommy comprend pas pourquoi il lui dit ça et le jeune homme pointe du doigt quelque chose à l'extérieur. Dehors, il y a une silhouette sombre d'un homme qui se tient debout près d'un réverbère. Le plus âgé des 2 hommes explique à Tommy qu'ils sont passés devant la station-service il y a 45 minutes et qu'ils ont failli écraser un mec qui se tenait au milieu de la route. Et ce mec, c'est apparemment le gars immobile qui se trouve pas loin du réverbère depuis des dizaines de minutes. L'homme âgé explique qu'ils ont peut-être pensé que le mec était drogué ou qu'il avait de mauvaises intentions et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire demi-tour et de venir voir à la station-service si tout allait bien. Pendant que les 3 hommes discutent, l'inconnu se tient toujours debout, immobile
file dehors, mais Tommy il arrive à distinguer le fait que le gars a l'air de parler tout seul. Il voit sa mâchoire bouger comme si le mec se parlait à lui-même. Et c'est là qu'il va prendre les choses en main. Il va demander aux deux hommes de verrouiller la porte d'entrée du magasin qui constitue sa seule défense. Et il va leur demander d'attendre avec lui à l'intérieur du magasin le temps qu'il appelle la police. Et c'est là qu'il se pose une question terrible. Il se dit mais est-ce que les deux mecs qui sont maintenant enfermés avec moi dans mon magasin sont vraiment là pour m'aider? Est-ce que ces deux gars ne seraient pas complices du troisième gars près du réverbère? Quoi qu'il en soit, il peut rien faire. Il les surveille du coin de l'œil, il prend son portable, il appelle la police et la police répond et lui dit qu'elle sera sur les lieux d'ici 10 minutes. Tommy est grandement rassuré, il raccroche et il explique aux deux hommes que la police arrive et qu'ils peuvent donc circuler et il les remercie encore une fois de l'avoir prévenu. Les deux gars sortent de la boutique, font quelques mètres et puis s'arrêtent. Et ils lui disent « Verrouille la porte, il arrive ». Tommy se précipite vers la porte d'entrée, il la verrouille à double tour et en regardant à travers la vitre, il voit effectivement la silhouette qui était jusque-là immobile sprinter vers le magasin. Tommy, il est accroupi derrière le comptoir, il voit plus ce qui se passe mais il l'entend. Et ce qu'il entend pour la première fois, c'est la voix du troisième inconnu. Et cet inconnu, il demande aux deux autres où est allé le garçon. L'homme âgé lui répond et essaie de faire gagner du temps à Tommy, il lui dit « Écoute, il est allé dans la salle de bain, il revient ». Immédiatement, l'inconnu se précipite de l'autre côté du bâtiment. Et de l'autre côté du bâtiment, il y a une porte qui mène à la salle de bain. Tommy, il se pose plein de questions. Est-ce que ce mec était déjà venu en repérage avant ce soir? Est-ce qu'il est venu dans cette station-service au hasard ou est-ce qu'il a choisi cette station-service parce qu'il m'a vu à la caisse? Est-ce qu'il est vraiment sous drogue ou est-ce qu'il est juste purement malveillant? Et heureusement pour lui, la police a fait extrêmement vite puisque à ce moment-là, un SUV arrive et 3 policiers descendent immédiatement du véhicule. Ils font le tour du bâtiment, malheureusement ils tombent sur personne. L'inconnu a disparu probablement quand il a entendu les gyrophares. Tommy prend le temps d'aller remercier les deux inconnus en qui il a douté pendant de longues minutes avant de comprendre qu'ils étaient vraiment de son côté. Et il a jamais su qui était ce mec et pourquoi il en avait après lui. Est-ce que c'était un gars de son entourage? Est-ce que c'était gratos? Est-ce qu'il a juste pas eu de chance? Enfin, il n'en sait rien. En revanche, il a demandé à son boss d'installer des caméras de sécurité vers l'extérieur et ça n'a pas été fait. Alors à tous les frérots qui bossent seuls dans des boutiques ou qui bossent de nuit et tout, courage, grosse force, je serai en panique. C'est l'heure de la deuxième histoire, c'est l'histoire de Anaïs, notre française, qui a vécu un truc terrible quand elle était jeune. Anaïs explique que c'est maintenant une femme, elle vient d'avoir 19 ans, et qu'au moment des faits, elle en avait 15, presque 16. Elle entre en seconde au lycée, donc grande année, et aussi elle ouvre son compte Twitter. Elle précise que son nom d'utilisateur, elle ne l'a donné à personne. La photo du compte, c'est pas une photo d'elle, c'est une image qu'elle aime bien, un avatar quelconque. Elle est donc anonyme. Elle explique qu'elle a jamais eu beaucoup de followers, elle est montée à 30 followers max et qu'elle suivait pas beaucoup de gens elle sur Twitter, enfin c'est vraiment pas une appli qu'elle ouvrait souvent pour faire des trucs, elle s'en foutait un peu. Mais un soir d'octobre, elle reçoit un message privé chelou. Dans ce message, c'est un mec qui se présente, qui s'appelle Paul, qui a 17 ans et qui lui demande si elle habite bien sur Antony parce qu'il vient d'y emménager et qu'il aimerait bien se faire des amis avant son premier jour de lycée. Immédiatement Anaïs elle est méga méfiante, elle se dit attends, comment il sait que j'habite à Antony? C'est marqué nulle part sur mon profil. Elle réfléchit et puis elle se souvient qu'elle a fait un tweet qui parlait des bus d'Antony et donc elle en conclut que Paul a probablement tapé Antony dans la barre de recherche Twitter et qu'il est tombé sur son tweet et c'est comme ça qu'il est tombé sur elle. Anaïs elle a 15 ans et vous savez très bien quand on a 15 ans on est vraiment en train de se construire fort quand on rentre au lycée et elle c'est une période qui est un peu compliquée, elle a pas trop d'amis etc et comme Paul a été poli et sympa, bah elle lui répond. Elle lui répond donc que oui elle habite bien Antony et qu'elle est bien au lycée là-bas. Et les deux ont des discussions de jeunes, ils vont parler de l'école, de la bouffe de la cantine, des profs sur qui il faut pas tomber parce qu'ils sont pas cool, bref vraiment une discussion classique de lycéen. Mais un peu plus tard dans la soirée, Paul, dans cette discussion un peu classique de lycéen, il intercale des trucs un peu moins classiques. Par exemple il lui demande si elle habite loin du lycée, si elle a beaucoup de frères et sœurs, si elle est souvent ou pas chez elle. Des questions que tu poses pas trop normalement quand tu tchatches avec quelqu'un du lycée. Anaïs heureusement elle s'en rend compte et elle ne répond tout simplement pas aux questions bizarres de Paul. Et voyant que Anaïs ne répond pas à ces questions là, Paul évidemment il passe à autre chose et il arrête de lui demander des trucs déplacés. Les deux vont ensuite discuter pendant 2 ou 3 semaines. Et évidemment quand t'as 15 ans et que tu parles pour la première fois à un mec ou à une meuf pendant 2 ou 3 semaines, quotidiennement plusieurs heures par jour, et ben tu développes des sentiments. Anaïs tombe peu à peu amoureuse de Paul. Elle a très peu d'amis, personne lui a jamais trop apporté d'attention, personne n'a été gentil avec elle. Elle explique d'ailleurs qu'elle a subi beaucoup de harcèlement et que donc à cette époque-là, il suffisait d'être un petit peu sympa avec elle pour qu'instantanément tu sois son meilleur ami, voire plus. Anaïs fait de plus en plus confiance à Paul et baisse peu à peu sa garde. Et juste avant la rentrée des vacances de la Toussaint, Paul lui annonce la nouvelle, il débarque enfin dans son lycée. Anaïs est trop heureuse, elle lui donne une heure, midi, et un lieu, la cour de récré. Paul lui répond qu'il est trop content et qu'il a hâte, mais qu'il aimerait la voir sans qu'il y ait plein de monde autour. Il explique qu'il a peur de pas la reconnaître et qu'il veut pas passer sa récréation à la chercher et perdre du temps. Anaïs compatit et elle change donc l'endroit du rendez-vous, qui est maintenant les toilettes du 3e étage de l'école. Le lendemain matin, Anaïs se prépare, elle se fait belle comme jamais. Ça y est, c'est le jour J, c'est la première fois qu'elle va rencontrer Paul, elle compte les minutes. La récréation arrive, elle court aux toilettes du 3e étage, et après quelques minutes, un homme arrive. Et cet homme, c'est bien Paul. C'est bel et bien la photo du compte Twitter à qui elle parle depuis des semaines. Mais quand même, il fait un peu plus vieux que 17 ans.
Elle lui donne plutôt 20 que 17. Ils s'entendent super bien, il y a une bête d'alchimie, et Paul il propose à Anaïs de l'emmener manger au kebab. Anaïs refuse, pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle a pas d'argent sur elle, et qu'elle a un principe, c'est qu'elle refuse tout le temps qu'on l'invite quelque part. Paul a l'air déçu évidemment, mais il lui propose à la place de l'attendre devant le lycée à la sortie des cours et de la raccompagner chez elle. Ce qui, quand t'es au lycée, honnêtement se fait. Les BG ils font ça un peu. Anaïs lui explique qu'elle rentre chez elle en bus, et que donc s'il veut, il peut la raccompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Et ça va être le début d'une routine qui va se mettre en place où tous les jours, Paul va accompagner Anaïs à la sortie des cours jusqu'à l'arrêt de bus. Ça va durer des semaines au cours desquelles Anaïs, elle va quand même noter un truc un peu bizarre, c'est que elle croise jamais Paul dans le lycée. Bon, rien de méga alarmant, elle met ça sur le fait que son établissement il est méga grand, il y a 1500 élèves et qu'il suffit que leurs deux emplois du temps ne coïncident pas pour qu'ils se croisent jamais. On est le 14 décembre, c'est un jeudi. Au cours d'une discussion, Anaïs se plaint à Paul de passer la soirée seule parce que son père est en voyage pour le travail, son frère fait que de sortir chez des amis, sa sœur est en voyage scolaire et sa mère travaille ce jour-là jusqu'à très tard. Il y a vraiment une sorte d'alignement des astres ce jour-là pour qu'Anaïs soit seule chez elle. Alors ayez en tête qu'au moment où elle dit ça à Paul, ils se parlent depuis des mois. C'est plus un inconnu Paul là, c'est vraiment un gars extrêmement proche d'Anaïs, c'est un vrai flirt, un vrai crush. Bref, à l'issue de cette discussion, Anaïs retourne en cours et en fin d'après-midi, à la sortie des cours, Paul vient la chercher et l'accompagne jusqu'à l'arrêt de bus comme tous les jours depuis des mois. Elle monte dans le bus, elle met des écouteurs, elle lui fait un signe de la main, le bus part. 2 arrêts plus tard, Anaïs descend donc du bus et en descendant du bus, elle a un feeling bizarre. Elle a ce fameux truc désagréable dans l'estomac quand t'es pas bien. Quand ton instinct te dit attention. Anaïs met en pause sa musique, mais elle garde ses écouteurs pour faire genre qu'elle entend rien de ce qui se passe autour d'elle. Et c'est ce move qui lui a probablement sauvé la vie. Elle quitte la grande avenue pour s'engouffrer dans le quartier pavillonnaire dans lequel elle habite, et pendant qu'elle marche, elle entend quelques mètres derrière elle des bruits de pas. Anaïs met discrètement la main dans sa poche pour attraper les clés de chez elle. Elle arrive devant chez elle, elle met la clé dans la serrure, elle ouvre à toute vitesse et elle désactive l'alarme, ce qui montre qu'elle est bel et bien seule chez elle. À partir de là, elle est soulagée et elle s'assoit dos à la porte d'entrée. Elle se lève et elle regarde à travers la vitre. Et sur la route devant sa maison, il y a Paul. Paul la regarde dans les yeux, d'un air malsain. C'est plus le gars mignon et gentil qu'il était dans ses discussions avec les précédents mois. Les deux se regardent et Anaïs, elle est en full angoisse parce que elle sait que Paul est au courant qu'elle est seule chez elle. Paralysée par la peur, Anaïs reprend contrôle de son corps et elle court dans sa cuisine pour attraper un couteau. Elle retourne devant sa porte d'entrée et Paul est maintenant juste de l'autre côté en train de bourriner la porte. Anaïs fonce vers la porte d'entrée et la plaque pour être sûr que le verrou ne saute pas sous les coups de Paul. Mais au même moment, le voisin d'Anaïs se gare sur le trottoir. Et en voyant ça, Paul pense que c'est la mère d'Anaïs qui rentre plus tôt que prévu et il part en courant. Pendant 2 heures, Anaïs attend chez elle seule dans le noir, couteau dans la main et téléphone dans l'autre. Et lorsqu'elle entend la voiture de sa mère arriver, elle part en courant dans sa chambre et elle fait mine de rien. Anaïs, elle est tellement traumatisée, elle a tellement honte de ce qui vient d'arriver alors qu'elle a aucune raison d'avoir honte. C'est juste quelqu'un qui a abusé d'elle, qui a été manipulateur, qui a été patient, quelqu'un qui est rentré dans son cerveau d'adolescente fragile. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, elle a honte et donc elle en parle à personne. Les jours suivants sur Twitter, Paul la harcèle de messages. Il la menace, il l'insulte à tel point qu'Anaïs le bloque et supprime la conversation. Mais rapidement, elle est suivie par des comptes Twitter qui viennent d'être créés et dont le nom d'utilisateur est une suite de chiffres suivie de la lettre P. Évidemment, Paul est derrière ces comptes et à chaque fois qu'elle en bloque un, elle est suivie par un nouveau qui lui renvoie les mêmes messages. Au total, Anaïs va bloquer une 50aine de ses comptes. Mais comme ça continue, elle va carrément supprimer son compte Twitter. Elle s'est aussi renseignée auprès des autres élèves de la classe de Paul qui lui ont dit n'avoir tout simplement jamais entendu parler d'un Paul. Vous avez compris, en fait, Paul, il était pas du tout lycéen, il a jamais été dans ce lycée. Juste, il arrivait à rentrer dans le lycée le midi pour le rendez-vous devant les toilettes et le soir, il venait devant le lycée pour l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus, mais c'était pas un lycéen en fait. Bref, tous les doutes d'Anaïs se confirment et elle décide de ne pas porter plainte. En premier lieu, parce qu'au moment des faits, elle est mineure et que donc si elle va porter plainte, elle doit en parler à ses parents et elle a pas envie d'en parler à ses parents. Et aussi, elle veut pas porter plainte parce qu'elle n'a aucune preuve étant donné qu'elle a supprimé son compte Twitter. C'est des trucs qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on le pense, le fait d'être abordé par des inconnus malveillants sur internet. Alors elle dit il faut pas devenir parano, mais il faut avoir ça en tête et rester prudent, il y a des signes qui trompent pas. Troisième histoire maintenant, elle était longue la deuxième hein. La troisième histoire c'est celle de Magali et elle a lieu aux États-Unis. Ça s'est passé 2 ans avant qu'elle la raconte. À l'époque elle travaillait dans un hôtel. Elle travaillait de nuit comme pour Tommy à la station-service et quand elle travaillait nuit elle était seule. C'est-à-dire elle était à la réception et il y avait personne d'autre dans l'hôtel que elle et les clients qui dorment. Au moment des faits, Anaïs est presque à la fin de son service. Et ce soir-là, il s'est pas passé grand-chose. Elle a juste enregistré un groupe de gens qui faisaient un séminaire, c'est tout. En regardant au loin, Magali voit sur le parking une camionnette arriver et se garer. Un gars sort de la voiture et il est couvert de saleté. Magali, elle s'en fout un peu, elle a l'habitude d'accueillir des clients qui sont des gars qui font des travaux manuels, qui sont des ouvriers, etc. Généralement, ils viennent après une grosse journée de travail, donc c'est très fréquent que des gars soient hyper tachés et pas propres quand ils arrivent à l'hôtel. L'inconnu arrive à l'accueil, il demande une chambre, Magali prend ses infos pour l'enregistrer, il s'appelle Michael, elle lui demande sa plaque d'immatriculation pour enregistrer le véhicule puisqu'il stationne sur le parking de l'hôtel, et Michael refuse.
et demande une chambre au 2e étage, près de l'escalier de secours pour pouvoir s'y rendre et fumer des clopes quand il en a envie. Bon, rien d'anormal, Magali procède au paiement et lui donne la clé de sa chambre. Michael prend l'escalier avec ses sacs et quelques minutes plus tard, il est de retour à la réception et il accuse Magali de lui avoir donné une clé qui ne fonctionne pas. Classique, il a dû mettre la carte dans sa poche, près de son téléphone ou de ses clés, ça l'a démagnétisé, bref la classico. Magali magnétise donc une seconde carte, sauf que cette fois elle l'accompagne au 2e étage jusqu'à sa chambre pour lui ouvrir et lui montrer que ça marche bien. Elle redescend à la réception et contrairement à la station-service de Tommy, l'hôtel est très bien équipé en caméra. Et en regardant le retour caméra du parking, elle se rend compte que la camionnette de Michael n'est plus sur le parking. Sauf qu'elle vient d'accompagner Michael dans sa chambre. C'est impossible qu'il soit descendu et qu'il ait bougé la camionnette sans qu'elle le voie. 20 minutes passent au cours desquelles il se passe rien d'anormal, puis Michael traverse de nouveau le hall principal et se rend à l'extérieur sur le parking. Elle le voit s'allumer une clope, rien d'anormal. Et puis Michael revient dans l'hôtel en courant, cigarette à la bouche, donc Magali lui dit « Si tu veux fumer, c'est dehors, dans l'hôtel c'est interdit ». Michael jette sa clope par terre, l'écrase et s'assoit dans le canapé de la réception devant la télé. Magali comprend que le mec est chelou et en plus il regarde très fréquemment vers l'entrée principale du hall. Il est agité, il a l'air un peu paranoïaque et des fois il se parle un peu à lui-même. Ça va durer 30 minutes. 30 minutes à l'issue desquelles Magali décide d'aller voir Michael et de lui dire écoutez, vous avez pas le droit de rester dans le hall à cette heure-là, donc s'il vous plaît remontez dans votre chambre. Ce qui est, écoutez-moi bien, un pur mensonge. Il a totalement le droit d'être là et de regarder la télé, mais elle est très méfiante parce que le mec est vraiment chelou. Michael monte au 2e étage et avant de rentrer dans sa chambre, il redescend voir Magali et il lui dit qu'il a oublié où se trouve sa chambre et qu'il a besoin qu'elle le lui montre. Et elle lui réexplique où se trouve sa chambre, à savoir au 2e étage, à gauche. Michael remonte les escaliers et cette fois, il trouve sa chambre et claque la porte. 10 minutes plus tard, il redescend voir Magali et cette fois, il l'accuse d'avoir volé son téléphone portable. Anaïs comprend qu'elle est en danger. Elle met un tournevis dans sa poche et elle se rend au niveau des canapés sur lesquels il a passé 30 minutes pour fouiller entre les coussins, voir si son téléphone aurait pas glissé de sa poche. Surprise, elle tombe pas sur son téléphone mais sur sa carte de crédit. Elle lui donne et Michael évidemment l'accuse d'avoir volé sa carte de crédit. Là, c'en est trop pour Magali. Elle lui dit écoutez, si vous continuez de m'accuser de vous voler des trucs, c'est simple, j'appelle la police et on règle ça, y a pas de souci. Michael lui arrache sa carte bleue des mains et il sort une nouvelle fois sur le parking. Magali retourne à l'accueil derrière son ordinateur et 20 minutes plus tard, Michael re-rentre dans l'hôtel. Cette fois, il est beaucoup plus calme. Il va voir Magali et il lui demande de venir l'aider parce qu'il a un problème avec sa voiture. Sauf que souvenez-vous, la voiture avec laquelle il est arrivé n'est plus sur le parking de l'hôtel. Elle comprend donc que le mec invente des trucs pour essayer de la faire sortir sur le parking. Dans quel but, elle en sait rien, mais elle sait que ça cache un truc. Magali refuse une nouvelle fois et une nouvelle fois Michael retourne sur le parking de l'hôtel. Elle est seule dans cet hôtel, il est tard, il y a un mec qui est clairement menaçant, elle se démerde depuis un moment pour refuser toutes les demandes du gars, mais elle sent qu'à un moment ou l'autre, il va péter un câble. Elle retourne sur son ordinateur et elle voit que Michael n'est plus sur le parking. Et d'ailleurs, elle voit que Michael n'est plus nulle part. Et puis sur la caméra du parking, elle voit un autre véhicule que la camionnette qu'elle a vu arriver plus tôt. Immédiatement, elle appelle un des hôtels aux alentours, elle lui donne la plaque d'immatriculation du véhicule en question et elle lui demande si cet hôtel-là a déjà enregistré ce véhicule. La réponse est non. Elle a les yeux rivés sur la caméra de surveillance à tel point qu'elle se rend pas compte que Michael est de retour dans le hall. Elle lève la tête et une fois de plus, elle lui explique qu'il doit soit aller dans sa chambre, soit quitter les lieux. Et là, Michael lui hurle dessus. Il lui dit « Tu dois sortir dehors avec moi maintenant et m'aider ». Et d'un coup, Michael sprint au loin sur le parking et disparaît, et du champ de vision de Magali et des caméras de surveillance. Magali, elle est choquée et il lui reste 10 minutes avant l'arrivée de la prochaine employée, celle qui va prendre le relais à la réception. C'est les 10 minutes les plus longues de sa vie. C'est 10 minutes pendant lesquelles elle pense que Michael va revenir et cette fois va en arriver aux mains et va la kidnapper de force. Heureusement, ce n'est jamais arrivé. Elle explique ce qui s'est passé à sa collègue, qui risque de croiser Michael, et elles vont toutes les deux verrouiller les portes d'entrée du hall avec un panneau expliquant que si les clients veulent rentrer à l'intérieur, il faut appeler la réception. Et elle rentre chez elle en sûreté. Le lendemain, elle appelle ses boss et ses boss lui expliquent que Michael n'est jamais revenu dans sa chambre prendre ses sacs. Et oui, souvenez-vous, il était venu avec des sacs qu'il a déposés dans sa chambre. Un mois plus tard, Magali est de nouveau à la réception, sauf que cette fois, il y a des collègues dans l'hôtel. Elle n'est pas seule. Et qui franchit la porte d'entrée du hall? Michael. Michael vient la voir et lui demande des nouvelles à propos des affaires qu'il a laissées dans sa chambre un mois plus tôt. Et il lui demande aussi s'il peut réserver une chambre. Elle garde son sang-froid, lui explique qu'un employé va lui amener ses affaires, mais qu'en revanche, il n'a plus le droit d'entrer dans cette propriété. Autre chose que Magali remarque, c'est que cette fois, il est arrivé à l'hôtel en SUV, ce qui correspond ni à la camionnette qu'elle avait vue un mois plus tôt, ni au deuxième véhicule qu'elle avait vu un mois plus tôt rôder sur le parking. Michael récupère donc ses affaires et s'en va. Mais après qu'il soit parti, Magali elle réalise un truc. Il l'a appelé
par son prénom. Alors au début, elle s'est dit, bah c'est normal, j'ai un badge et mon prénom est marqué dessus. Sauf que ce jour-là, elle avait oublié de mettre son badge. Michael se souvenait de son prénom 1 mois après sa première apparition dans l'hôtel. Elle en a donc conclu que c'était bel et bien un gars creepy qui l'a ciblé, qui l'a probablement vu au loin à la réception et qui ce soir-là lui voulait du mal mais n'a pas osé passer à l'acte. Magali, elle n'a plus jamais travaillé seule le soir à l'hôtel sans la présence de son petit ami, qui la conduisait jusqu'à l'hôtel et qui restait avec elle la durée de son service où elle se retrouvait seule dans l'hôtel. Voilà messieurs dames, maintenant c'est simple, dès que j'irai de nuit dans un endroit, les employés je leur ferai des sourires, je leur dirai tu veux un café frérot, tout va bien. Du coup je serai creepy et ils appelleront les flics, fait chier. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu, je crois que c'était un thread d'horreur plutôt long aujourd'hui. Habituellement vous m'en voulez parce qu'ils sont trop courts, écoutez aujourd'hui vous devriez être rassasiés en termes d'histoire d'horreur. Passez une merveilleuse soirée et une délicieuse nuit. À très vite.